Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode du Studio 7. Bienvenue dans notre partie 2 de notre épisode sur les duos mythiques. On vous invite à écouter la partie 1 qui est très longue et on parle d'énormément de duos mythiques si ça vous intéresse. Donc par duo mythique on entend un cinéaste et un acteur ou une actrice. Donc pour cette partie 2, c'est toujours moi, Deka, qui présente cet épisode. Je suis en compagnie de l'équipe habituelle du Studio 7. J'ai nommé Frigo. Salut. Pauline. Bonjour à tous. Et Louis. Salut à tous. Et puis du coup, partie 2, qu'est-ce que c'est cette partie 2 ? C'est Pauline, Louis et moi qui choisissons chacun un film en lien avec le thème qu'on va essayer de vendre à Frigo. Frigo va les regarder et nous dira celui qu'il a préféré. Je vous propose qu'on ne perde pas plus de temps et puis qu'on commence ce premier round. Allez. Alors, peut-être qu'on peut dire les films qu'on a choisis du coup. Oui. Pauline, qu'est-ce que tu as choisi pour cet épisode ? J'ai choisi Le Fanfaron de Dino Risi pour son duo avec Vittorio Gassman. Et toi, Louis ? Moi j'ai choisi La Valse des Pantins de Martin Scorsese avec son duo avec Robert De Niro. Et moi j'ai choisi Yojimbo de Akira Kurosawa et son duo avec Toshiro Mifune. Avant de commencer direct, c'est peut-être le premier thème où on va avoir des films aussi différents, en tout cas sur le genre, parce que d'habitude on a quand même des trucs qui sont assez proches, on a soit des romances et tout. Là vu que c'est un duo, on a des trucs qui sont très très différents. Bon, après, moi je dis ça, mais par exemple, sur les westerns, on a proposé 3 trucs complètement différents, mais en tout cas, il y a quand même un truc qui les relie. Là, il n'y a rien qui relie les films, quoi. Ouais, peu de choses. À part que c'est des duos mythiques, mais ça marche pas pour vraiment relier un film, donc bonne chance pour arriver à savoir lequel tu vas décider. Parce là, après, ça va être purement de l'affect personnel. Je pense que j'ai envie de faire, parce que c'est beaucoup plus simple. Tu verras, on sait jamais. C'est vrai. Écoute, premier round, qu'est-ce que c'est que ce premier round ? C'est celui où on va parler de l'intrigue, du plot, de l'histoire. C'est un petit peu la fiche technique de notre film. C'est très rapide, histoire de donner un petit peu les bases et mettre un peu l'eau à la bouche. Et puis après, on enchaînera sur un deuxième round. Mais pour l'instant, c'est Pauline qui va donc nous présenter très succinctement son film. Ouais, donc du coup, comme j'ai dit, j'ai pris Le Fanfaron de Dino Risi avec Vittorio Gassman. C'est leur 3e collaboration. Sachant que entre la première et celle-ci, il y a un film où Vittorio Gassman apparaît assez peu. Donc c'est leur 2e collaboration avec Vittorio Gassman dans un rôle titre. Je vous renvoie vers la première partie sur les duos mythiques où j'explique un petit peu en quoi pour moi ils sont mythiques par rapport au cinéma italien et leur place dans le cinéma italien. Donc Le Fanfaron, c'est un film de 1962 qui dure 1h45, qui est en noir et blanc. Disponible sur Univers Ciné. Déjà là je donne toutes les infos un peu clés. Et pour le plot, en gros c'est l'histoire de Roberto, qui est un jeune étudiant joué par Jean-Louis Trintignant, qui est en train de réviser ses cours de manière très assidue. Et en fait il va se faire perturber par Bruno, qui est Vittorio Gassman, qui est un personnage beaucoup plus exubérant, qui est là avec sa voiture et qui fait un bruit de klaxon insupportable. Et qui va lui dire vas-y viens, c'est bon, viens avec moi faire tel truc, arrête tes révisions, pense à autre chose 2 minutes et tout. Et du coup on va partir pendant 24 heures avec eux dans une sorte de road trip qui part de Rome pour aller plus vers l'extérieur, la campagne, la plage, etc. et suivre leurs aventures. Voilà. C'est un film franco-italien ou c'est Oui. C'est produit majoritairement en Italie, mais il y a une part française, et d'où aussi la présence de Jean-Louis Trintignant, qui à la base ne devait pas être dans ce film. Ça devait être Jacques Perrin, qui est un autre acteur français qui a aussi pas mal tourné en Italie. Et en fait, Jacques Perrin, il a eu une indispo, etc. Et Trintignant, il passait par là, vraiment. Et on lui a dit « Ah, c'est marrant, tu ressembles à la doublure de Jacques Perrin ». Donc vraiment le truc, voilà. C'est vrai qu'il lui ressemble un peu. Ils ont dit tu veux hein. pas venir faire des essais et tout, et en fait au final c'est lui qui a eu le rôle, qui est peut-être le rôle qui l'a fait exploser. Ah ouais. Je pense il avait pas fait des masses de trucs avant. Je crois que Été violente Giorlini c'est un petit peu avant, donc il avait déjà joué en Italie, mais il était très jeune quoi. À cette époque-là. Attends, c'est quoi déjà la date du Fanfaron ? 62. Il y avait pas Z avant ? Avec Trintignant ou c'est après Z ? Non, Z c'est après. C'est bien après ? Ouais. Okay. Ça s'inscrit dans une période du cinéma spécial en Italie ou pas ? Oui, tout à fait. C'est un film de ce qu'on appelle la comédie à l'italienne, qui est un genre qui est apparu
dans ces années-là, fin des années 50, années 60, sur lequel je reviendrai plus en détail dans le deuxième round. C'est genre la Commedia dell'arte, c'est ça? Non, pas du tout. Okay. Justement, c'est un peu trompeur comme nom, donc c'est pour ça que Okay. je préfère revenir plus en profondeur dessus après. Ok. Et donc, juste pour rappeler, 1h40, Univers Ciné? Ouais. Ok. Et à niveau accessibilité? 8 sur 10. Je sais T'as dit pas. que c'était en noir et blanc? Ouais. Ah ouais. Ok. Vous l'avez vu ou pas? Juste que Ouais. je sache tout de suite. Ouais, on l'a vu, mais Bah, du coup, vous avez pas. Il y a que moi qui ai des questions. Ouais. Du coup, ok. Mm. Vous aurez des trucs à rajouter? bon, on On en lancera les débattra débats dans après, la je partie. pense. Là, Non, moi j'ai rien à non, ajouter. c'est plutôt clair. Ça, ma note d'accessibilité. T'as mis 8? Ouais. J'aurais mis 7, moi. Mais... J'aurais mis 9. Enfin, je veux dire. Ouais, donc du coup, c'est c'est un bien. bon 8, Bah quoi. oui, c'est accessible. Ouais, enfin. c'est très accessible. Après, c'est un peu vieux, quoi, mais si on oublie ça. Moi, c'est peut-être à cause de la qualité de Univers Ciné que je l'ai regardé. Que je mettrais 7 quand même. Lui qui Ah, est en putain. bif avec Univers Ciné. Ouais, Ouais. je viens de penser à un truc niveau langue. Ah, C'est du multilangue ou c'est tout italien ou... c'est tout italien post-synchro. Donc voilà, On va je suis passer un bon navrée. moment. Mhm. En fait, je te travaille au corps pour que tu acceptes cette petite synchro. Ce sera pas possible. Faudra compter quand même le nombre de films italiens que Pauline a. Et c'est Ah, que mais le troisième. Pas tant que ça. Et C'est en pas- vrai de vrai, je crois qu'il y a que pour le western où Pauline ne m'a pas ramené l'Italie dans son film. Mais sinon, t'as réussi à ramener une touche d'Italie, peu importe quoi. Voilà, C'est c'est mon abusé. côté italien. Non, mais juste pour la petite anecdote par rapport à la post-synchro, truc rigolo, c'est que Deka regardait le film, et genre, à un moment, il m'envoie une vidéo, et il me dit « Ah ouais, mais ils ont fait zéro effort, là, c'est n'importe quoi !» Et en fait, c'était la voix off qui parlait. Ah oui. Et en fait, il y a les pensées de Trintignant, et j'ai pas tout de suite pigé que c'était ses pensées, Oh. parce que, bah, je sais pas, c'est pas ultra courant comme ça, tu vois. Et donc, je pensais que. Parce qu'en fait, il y a un gros plan sur lui, il parle, il bouge pas les lèvres. Et après, il parle sur la phrase d'après. J'étais en mode, mais. Il a même pas pris la peine de bouger ses lèvres. Et après, vu que ça arrive plusieurs fois dans le film, je fais, ah, mais putain, mais je suis trop con. C'était dans sa tête, en fait. Vraiment, il D'accord, m'envoie la oui. vidéo en mode « Mais il y a zéro effort et tout. Waouh. Pauline qui a se dire, mais. » J'étais en mode C'est vraiment un « Quoi, de tocard. quoi il me parle ?» Tu l'as vu en italien ou en français du En coup italien. Italien, ok. J'aurais des trucs à redire dessus. Ok, Oui. d'accord. Après. Bon bah écoute Louis, je te propose d'enchaîner. Ouais. Bah, moi, je te propose le film de Martin Scorsese qui s'appelle La valse des pantins, Mhm. The King of Comedy, en version originale, sorti en 1983 avec Robert De Niro et Jerry Lewis. L'histoire, c'est Robert De Niro qui joue Rupert Pumpkin, qui est fan du présentateur Jerry, qui est incarné par Jerry Lewis, donc qui est un présentateur de Late Show à l'américaine. Jerry Langford, c'est ça? Pardon? C'est Jerry Langford? Oui, Son- c'est ça, Langford. Oh, la mémoire. C'est comme le late night show. Oui, là. à la qui Jimmy va- Fallon Ouais. et Ouais, tout. ouais, Donc, il est très fan de ce show et en fait, lui, son truc, c'est il veut être humoriste, absolument. Et il va tout faire pour que Jerry Langford, donc ce présentateur, lui donne un peu de temps d'antenne dans son émission, dans son show, pour qu'il fasse des blagues, en fait. Ok. Voilà. Un peu le Joker à mes yeux. C'est... Non, pour de vrai, c'est une source d'inspiration majeure du T'as Joker. aimé le Ok. Joker? J'ai pas vu. T'as pas vu? Ouais. Mais sachez que pour ceux qui ont vu le Joker et qui n'ont pas vu La valse des pantins, c'est le Joker, mais en mieux. Ok. Oui, ça s'entend, ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, sorti en 83, compétition pour la Palme d'Or au Festival de Cannes 83. C'était même le film d'ouverture. Donc voilà, et donc collaboration avec De Niro, Scorsese, on en a déjà parlé dans la première partie. Juste pour, comme ça, la collaboration avec Scorsese, ça amènera quand même une Palme d'Or pour Taxi Driver et un Oscar du meilleur acteur pour De Niro dans Raging Bull, qui est le meilleur film de Scorsese, on rappelle. C'est vraiment un duo mythique, hein. Bah oui, Ouais, c'est bah vraiment oui. un duo. Waouh. C'est vraiment un duo mythique. Et donc voilà. Et il dure combien de temps ton film? Ah oui, il dure 1h50, je crois, à peu Ok. près. C'est de la couleur du coup, je pense. C'est de la couleur, ouais. Ça se déroule où aux États-Unis? Ça se déroule à New York. New York. Je suis en train de réfléchir. Disponible sur Ouais. Disney+. Oh, ok. Putain, c'est. Oh C'est non, la je vais avoir première les C'est le sous-titres premier Disney+. Oh. Non, ils sont catastrophiques les sous-titres de Ouais, Disney+. mais c'est de l'anglais assez En vrai, ça va. compréhensible. Ouais, mais c'est. Ça va le faire. En Non, vrai, c'est pas le premier film de Disney+, par contre. En vrai, C'était ça va. pour on a- Noël. Ah oui.
Miracle sur la 34e. Ouais, c'est vrai. On vous invite à écouter notre épisode de Exactement. Noël. Ok, niveau accessibilité. On est sur d'une 10 sur 10 en vrai. Hein. Ok. Je suis Du d'accord. coup, c'est pas un film de gangster Non, Non. j'y reviendrai, mais voilà. Ok. Bon, bah écoute, pas plus de questions. Si vous n'avez pas rien à ajouter, d'accord. Non, pour moi, c'est une très bonne porte d'entrée dans la cinéphilie. Enfin, je connais pas mal de monde. Parce qu'en fait, Ouais. Scorsese, c'est un nom hyper parlant. Et souvent, tu te dis, un film un petit peu moins connu de Scorsese avec De Niro. Et du coup, tu regardes ça et ça. Enfin, Scorsese, c'est un cinéaste qui a beaucoup de références et de très bonnes références. Et du coup, derrière, ça peut t'ouvrir à d'autres trucs, etc. Donc, effectivement, accessibilité 10 sur 10. Et en plus, bien, parce que ça te donne vraiment envie de voir d'autres choses, je trouve. Ça va être intéressant, sachant que tu as vu 2 Scorsese que tu n'as pas trop aimé. C'est Est-ce vrai. que enfin Scorsese va réussir à te toucher? On va voir. Parce que je pense qu'on est tous les trois d'accord pour dire que au niveau des probabilités, Louis a quand même beaucoup de chances de s'imposer dans cet épisode. Ouais. Ouais. Mais Ah, vu voilà, on qu'il sait a pas aimé hein. les Scorsese, C'est vrai que je n'avais pas cette info. Je Eh ne oui, savais ça pas peut que- jouer. Et Mais c'est- Frigo est Mais, quelque part imprévisible. Oui. C'est moins abrupt que Taxi Driver. Enfin, c'était lequel autre Les Les Affranchis. affranchis. Ouais, Après, c'est- moi, vraiment, les affranchis, C'est- j'ai dormi devant, quoi. Non, mais alors t'inquiète C'est long pas, aussi. c'est pas. Ouais, On c'est n'est pas différent. sur le même rythme, on n'est pas sur le même. Enfin, quand je dis dormi devant, c'est pas genre je me suis endormi, c'est juste que. J'ai fait chier. Ah oui, Ouais. c'est abusé. Genre, Non, le mais film, t'inquiète. je l'ai vraiment. Soit faut que je le revoie, soit juste. J'ai mal au cœur parce que Les Affranchis pour moi c'est un chef-d'œuvre, mais bon, ça c'est. Voilà. Ah, on va pas être du Mais même avis, là, hein. t'inquiète pas, c'est pas du tout pareil. C'est différent. Ok. Qu'est-ce qu'elle a vu, toi, Pauline, sur les affranchis? Chef-d'œuvre ou on dort? Moi, j'adore Les Affranchis, mais je trouve que c'est pas le meilleur Scorsese et que dans le style gangster, je préfère largement Casino. Mais Ah, par bon, contre, juste sur La Là, Valse j'ai des dormi. Pantins, moi, c'est peut-être mon Scorsese préféré. Ah ouais Je trouve que, Oui. ouais, moi je trouve aussi. que c'est un chef-d'œuvre absolu pour le coup. Donc, j'aurais du mal à ne pas dire que Louis est devant, parce que peut-être que moi, j'aurais choisi ce film-là si j'avais été à la place de Frigo. Donc, voilà. Tu préfères le film de Louis ou le tien? C'est différent. Le mien, Ok, bon, ça par va. rapport à mon affect personnel. Ouais. Mais genre, si j'essaye d'être un peu objective, je pense que je mettrais le film de Louis devant. Toi, des gars, t'es d'accord avec eux ou pas? Concernant. Banger absolu et tout ou- Oh oui, c'est très bien. Ok. Ouais, c'est très très bien. Bah écoute, je te propose d'enchaîner. Bah allons-y. Du coup, Yojimbo de Akira Kurosawa, donc film sorti en 1961, soit un an avant Les Fanfarons, enfin Le Fanfaron, si je dis pas de bêtises. Alors, qu'est-ce que Yojimbo? Yojimbo, ça veut dire garde du corps en japonais. Et donc, c'est l'histoire de Toshiro Mifune, qui joue un Ronin, je sais pas comment ça se dit. Donc, c'est un samouraï sans maître, en gros, sans toit ni loi, qui casse un peu les codes d'ailleurs des films de samouraï qui existaient avant. On en parlera sûrement un peu après. Et donc, en gros, il arrive dans un village où deux clans, deux gangs se font la guerre. C'est une guerre un peu économique qui oppose, si je dis pas de bêtises, ceux qui vendent le saké et ceux qui font la soie, et donc des tisseurs de soie. Et en gros, il y a ces deux gangs qui se font la guerre pour avoir un peu le monopole sur la ville. Et Mifune, enfin le personnage n'est pas nommé dans le film. Je crois qu'il n'est pas nommé dans le film. Il me semble pas. Là. Mais en tout cas, Yojimbo est lié à un autre film de Kurosawa qui s'appelle Sanjuro, et qui est du coup le nom du personnage. Donc il faut savoir que Sanjuro, c'est pas vraiment la suite de Yojimbo. Il n'y a pas vraiment de lien temporel entre les deux films, c'est plus, on va dire, deux films un peu jumeaux qui se répondent. Et donc voilà, le film a énormément inspiré, du coup, pour une poignée de dollars, de Sergio Leone. Donc c'est un peu ce film, c'est l'influence, enfin c'est un peu le film qui a créé le western spaghetti, qui est quand même pas rien. Mais donc voilà, en gros, on a ce personnage qui arrive dans la ville et qui va essayer, donc lui c'est un peu une sorte de mercenaire, même si c'est un peu plus quand même qu'un mercenaire, mais il va essayer un petit peu de faire son bif dans la ville et de régler un peu le souci en se faisant de l'argent, et en gros l'histoire c'est ça. Donc voilà, pour Et faire tu très simple. penses que si j'ai pas vu l'autre film, je peux quand même le comprendre? C'est celui-là le premier. Ah, ok. En Ok, fait, bon, ça va. comme je te dis, en fait, les deux films sont indépendants en soi, mais sont liés. Ouais, mais justement, c'était plutôt pour ça. Mais vu que c'est le premier. C'est le du coup, premier. ok. Alors, d'ailleurs, pour la petite anecdote, donc je disais dans la partie 1 que Kurosawa a fait peu de films. Il en a fait 30 ou 32, enfin bon, une trentaine quoi. Ce qui peut paraître
beaucoup. Mais comme je le disais, pour des réalisateurs japonais, c'est quand même très peu. Ils ont tendance à faire beaucoup plus. Et donc, on avait quand même un peu d'attente entre chaque film de Kurosawa. Après, une fois qu'il a quitté le Japon, parce qu'il a eu des problèmes avec les maisons de production, il a galéré à faire des films. Des fois, il a pris plus de 10 ans pour arriver à faire un film. Mais du coup, Yojimbo et Senjuro sortis à 8 mois d'écart. Ce qui est quand même, du coup, un événement dans la carrière de Kurosawa, vu qu'on a tendance à un peu attendre ses films. Et là, c'est pas le cas. 8 mois, 2 films. Quand Yojimbo a été fait, la boîte de prod a directement demandé à Kurosawa de faire Senjuro, alors que le film était même pas encore sorti, parce qu'il voyait que ça allait être la dinguerie que c'est, quoi. Et donc voilà, c'est un peu tout. Dedans il y a quand même Toshiro Mifune. Au niveau des acteurs, c'est ultra intéressant. Je pense que, honnêtement, moi, c'est avec ce film que j'ai découvert Akira Kurosawa, et je pense que c'est le meilleur pour découvrir Akira Kurosawa. Oui. En tout cas, de ceux que j'ai vus, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai pas vus, mais qui sont ultra mythiques, mais que j'attends, parce que j'ai envie de bien en profiter. Mais parce qu'on a Toshiro Mifune, donc le duo mythique de Kurosawa. On a Takashi Shimura, qui est pas le duo mythique, mais son acteur fétiche, à part Mifune, celui avec lequel il a fait le plus de films, qui revient le plus. On a aussi Nakadai, Tatsuya Nakadai, qui est un peu, en quelque sorte, je dirais, la relève de Mifune dans le cinéma japonais. C'est lui qui est beaucoup plus jeune et qui va arriver, qui va reprendre un peu tous ses rôles de samouraï et qui va prendre énormément d'importance. On a pas mal d'acteurs comme ça super connus. Daisuke Kato, qui est, bon, ça va pas parler à grand monde, mais qui est un acteur qui revient énormément dans la filmo de Kurosawa, mais même énormément dans le cinéma japonais. Enfin, j'ai été étonné en découvrant un peu le cinéma japonais de voir que sa grosse tête, elle est partout. et donc voilà, il fait 1h50. Il est en noir et blanc. Noir et blanc absolument magnifique. Et donc c'est un peu tout ce que j'ai à dire pour cette première partie. Est-ce que il y a, alors là, c'est juste une question, je pense qu'il mérite pas une réponse spéciale, mais il y avait un courant spécifique niveau film à cette époque ou pas? Ouais, c'est ce que je disais, mais là, je pense que j'en parlerai un peu plus dans la deuxième partie, parce que pour le coup, excusez-moi, ce film, comme j'ai dit, il a lancé le Western Spaghetti, mais il a aussi créé une sorte de, pas de rupture, mais vraiment de renouveau du Jidaigeki. Donc c'est le type de film à costume du Japon qui se passe dans les rideaux. Le film de sabre, en fait. C'est Enfin, pas tout à fait. parce que le film de sabre, c'est le Shambara. Oui. Donc c'est encore un petit peu plus précis, mais oui. Et Shambara d'ailleurs, qui est le nom qui vient parce qu'au Japon, c'est quand il y a les épées qui s'entrechoquent, on dit Sham et Bara. Et donc c'est le nom qui a donné le nom du Shambara. Et donc ouais, il y a vraiment un nouveau. Et donc c'est un film qui a une influence considérable sur le cinéma international, comme je le disais, mais aussi au sein même du Japon, parce qu'il a créé toute une nouvelle branche du Jidaigeki et du Shambara, mais j'en parlerai sûrement un petit peu plus. Ok. Et il est disponible où? Alors, il n'est pas disponible en ce moment même, en tout cas on enregistre en streaming. Il revient très souvent sur Mubi, sur ce genre de plateforme. Sinon, il y a Wildside qui l'a édité dans une collection que je n'aime pas. Mais en tout cas, je vous invite à voir le film par tous les moyens adéquats. Et voilà, parce que c'est incroyable. Et non, je pense que c'est le genre de film que tu peux très souvent voir sur peut-être Arte, France TV, Mubi, comme je disais. Bon, peut-être moins Netflix, mais voilà. Ce que j'allais demander, mais c'est des films en vrai qui sont un peu perdus, non? Non, pas celui-là. Non. Okay. Non, celui-là, c'est peut-être. Bon, là, je m'éternise un petit peu, mais le film qui est un peu l'apogée de la carrière autant de Kurosawa que de Mifune, en tout cas au niveau reconnaissance. Ouais. Les deux sont vraiment à la fleur de l'âge et ils ont connu. Bon, derrière eux, il y a eu Rashomon, comme j'en parle dans la première partie, et Les Sept Samouraïs. Mais là, avec Jimbo, c'est vraiment le plus grand succès. Populaire quoi au Japon et même à l'étranger. Donc là on est vraiment sur le film le plus accessible, le plus connu. Enfin voilà. C'est un film qui peut aussi régulièrement passer en ciné-club ou dans des rétrospectives dans les cinémas de quartier. Donc n'hésitez pas à vous renseigner et tout. Moi je sais que je l'ai vu au Festival Lumière l'an dernier et sur grand écran c'est extraordinaire. C'est cool. On dit à tes souhaits, DK. Oui, excusez-moi, je suis en train de terminer sur le côté. Donc voilà. Ok.
Bah écoute, T'as dit ta note d'accessibilité? Ah oui, c'est vrai. Excuse-moi, j'ai oublié. C'est compliqué parce que d'un côté, je trouve que c'est ultra accessible. Oui, je trouve que le je film trouve a un côté, ça se veut être une comédie. Je l'ai pas dit, mais vraiment, Kurosawa a voulu faire une comédie. C'est en général, il fait des films qui ont beaucoup plus de portée politique, etc. Là, lui, son but vraiment, c'était de divertir. On retrouve évidemment des trucs politiques, mais donc je parlais déjà dans la première partie, mais j'ai vu un documentaire sur Mifune, et du coup, les gens qui travaillaient à l'époque avec Kurosawa, des acteurs, etc., ont dit que vraiment son but à lui, c'était absolument pas d'avoir un propos politique plus que ça, même s'il y en a un, et qu'on le retrouve et qu'il est très bien étudié, mais c'est surtout de divertir. Donc, on est quand même sur une comédie qui, je trouve, a plutôt pas trop mal vieilli. Après, c'est sûr que si vous n'êtes pas du tout habitué à un cinéma plus ancien, parce qu'on est quand même en 1961, et en plus un cinéma japonais, ça peut être dur d'accès. Du coup, j'ai envie de dire, c'est super compliqué. Est-ce que vous avez... Moi, j'aurais dit 8. Ouais, pareil. Ah ouais, tant Ouais. que ça. Ouais, parce que moi je trouve que c'est une bonne porte d'entrée aussi dans ce vieux cinéma japonais. En fait, de prime abord, tu peux te dire, ah, film de samouraï, Ouais. en noir et blanc, nanana, mais Et- ça se regarde hyper bien. Ouais, c'est ça. Ouais. Il se regarde trop bien. Et puis pour peu que vous connaissez un petit peu les western spaghetti, vous allez y retrouver énormément de choses que vous connaissez. Donc ça va pas vous non plus. Dépaysé Voilà, totalement. merci. Ça va pas vous dépayser. Moi, j'aurais dit 7, donc 7-8. Ouais. Voilà. Après, j'ai envie de te dire, personnellement, tu me parles film de samouraï, je vois pas vraiment de trucs en couleur. Eh En bah, vrai. pour le coup, ça me choque pas. quelques années avant, si je me trompe pas dans les dates, du coup, il y a eu la trilogie de samouraï d'Inagaki, donc j'ai encore oublié le nom du samouraï, ça va décidément pas me revenir, qui est en couleur, et qui est un peu avant Yojimbo, donc voilà. Ok. Eh bah écoute, est-ce que Oh, j'ai un mais- film qui me tente le plus? Ah oui. Je ne Ah dirais. oui, c'est vrai. En vrai, là, on commence à être sur cette fin de saison. J'ai l'impression que c'est des films à grosse ampleur. Du coup, c'est compliqué. Je pense que ton film d'Eka, il me tente un peu plus, quand même. Parce que, en vrai, je crois que j'ai jamais vu de film de samouraï. Et je pense que ça peut être un truc qui pourrait m'attirer. Après, je pense qu'il y a le film de Louis. Et après, il y a ton film, Pauline. Bon, après, on rappelle, ouais. ça ne veut rien dire. Ouais, bien sûr. Blablabla. Deuxième round? Et bah c'est parti bah, pour le allez. deuxième round. Alors, le deuxième round, c'est le round où on prend un peu plus le temps de discuter, de débattre, d'apporter un petit peu des petites des infos, des petites spicy anecdotes, tout ce genre de choses. Et donc, on va commencer par Pauline qui va nous parler du fanfaron. Ouais, et du coup, là, c'est là où j'enfile mon costard et que je fais ma thèse sur le fanfaron et la comédie italienne. Non, en vrai, je spoil direct. Deka et Louis ont vu le film et sont moyennement rentrés dedans. Mais Louis m'a dit que peut-être une des raisons, c'est qu'il lui manquait des clés sur la comédie à l'italienne et le propos social du film. Et du coup, je vais essayer de un peu m'attarder à donner ces clés pour permettre une appréciation optimale du film pour Frigo et tous les gens qui voudraient le découvrir par la suite. Donc, du coup, première étape, revenir sur ce que c'est la comédie à l'italienne. Et la comédie à l'italienne, comme j'ai dit, c'est un nom très trompeur. En fait, c'est très ironique. C'est des films qui vont avoir l'apparence de comédie, mais qui en fait vont avoir surtout un propos social et très souvent quelque chose de très amer, voire tragique. Et pour expliquer un peu le contexte historique, en gros, on est dans l'après-guerre. Il y a eu le néoréalisme, qui est des films très proches du cinéma vérité, etc., qui veulent parler de la guerre. Mais après, tu as un peu un boom économique, on appelle ça même le miracle économique, qui est en gros le rebond de la guerre, où tout le monde est content, on se dit ouais, super, le pays repart, etc. Et là, tu as les réalisateurs de comédie à l'italienne qui sont un peu venus dire non, en fait, ratio, tu vois, c'est toujours. Il y a toujours plein de trucs qui vont pas, en fait, et vous vous voilez la face. Et du coup, c'est pour ça qu'ils vont faire des comédies en mode appâter le public, tu vois, avec quelque chose de comique, pour en fait leur dire ouais, regardez, il y a tout ça qui va pas, quoi. Donc c'est pour ça que le terme de comédie est très ironique dans comédie à l'italienne. Dans les réalisateurs principaux, il y a Dino Risi évidemment, mais il y a aussi Monicelli. Il y a Ettore Scola qui en a fait un peu et qui coécrivait beaucoup avec Dino Risi. Donc il a notamment coécrit Le Fanfaron, qui est un autre grand réalisateur italien. Et en fait, ça fait que dans Le Fanfaron, tu peux avoir l'aspect histoire banale que tu prends au premier degré,
Mais en fait, il y a absolument rien qui est laissé au hasard dans le film. Tout est symbole de quelque chose, mais vraiment tout, quoi. Tout est pensé pour parler de la société italienne. Et en premier lieu, l'opposition entre les deux personnages principaux. Donc il y a le personnage de Vittorio Gassman qui est le mec ultra exubérant, ultra spontané, etc., qui est tout dans le paraître. Et t'as le personnage très timide de Trintignant, Roberto. Et en fait, c'est une opposition entre le côté... Il y avait une sorte de rêve collectif après la guerre, de reconstruire une société ensemble, etc., qui est incarné par le personnage de Trintignant qui rentre dans le moule, fait ses études, nanana, révise, etc. Et à côté, il y avait le rêve individuel, avec voilà, un individualisme dans la société italienne qui devenait de plus en plus fort et qui est incarné par le personnage de Gassman. Et l'opposition entre les deux, elle est très intéressante, surtout dans l'évolution, parce qu'en fait, tu sens que le personnage de Trintignant, au final, il a envie de se laisser tenter par cet individualisme, et que sa voix off, elle est en permanence en contradiction avec ses actions. En mode, sa voix off, c'est le truc rationnel qui est là, en mode oh, il faut que tu arrêtes de réviser, nanana. Et au final, tu sens que bon, bah, il va toujours quand même aller suivre l'autre, faire des trucs que tu l'aurais pas imaginé faire de base. Et du coup, c'est un peu le symbole de la mort de ce rêve collectif vers l'individualisme de l'Italie. À savoir que même le personnage qui représente le parfait étudiant, il va se dévergonder, etc. Après, il y a encore plein d'autres choses symboliques. Il y a la route qu'ils empruntent avec la voiture. C'est la Via Aurelia. C'est une route qui est assez mythique en Italie parce qu'en fait, elle part du cœur de Rome et elle va jusqu'à la plage. Et en fait, elle part des quartiers bourgeois et elle traverse après des milieux un peu plus populaires, puis des milieux même prolétaires avec des agriculteurs, etc. dans la campagne, pour terminer en vacances. Et du coup, en fait, tu vas les voir traverser un peu toutes les strates de la population italienne et montrer qu'il y a des choses qui ne vont pas à tous les niveaux, autant de la petite bourgeoisie que les agriculteurs, prolétaires, etc. Et en même temps, c'est aussi la fuite vers les vacances. Donc, pareil, ce côté rêve, miracle économique individuel, où on part en vacances à la plage, on s'en fout de tout, etc. Donc ça, c'est très symbolique. Un autre truc encore dans la symbolique très présent dans le film, c'est la voiture de Vittorio Gassman, qui en fait, quand elle est sortie, elle était considérée comme une voiture élégante. Quoi comme voiture, si tu sais? Et ben, j'ai pas noté, je crois. Il y a Aurelia aussi dedans, il me semble. Comme la Via Aurelia, voilà. Mais je me souviens plus du nom de la voiture. Et du coup, à la base, c'était considéré comme une voiture très élégante. Et en fait, vas-y, Desca, t'as trouvé le nom. Lancia Aurelia B24, voilà. Spider de couleur rouge. Exactement. Ok, d'accord. Alors, vous avez couleur rouge, le film est en noir et blanc, mais voilà. Oui, mais c'est une voiture rouge normalement. Et donc, ouais, comme je disais, à la base, elle était considérée comme élégante. Et en fait, plus le temps passait et plus les gens y considéraient comme une voiture plutôt agressive et un peu genre de mec qui se la pète, tu vois. Et du coup, pareil, rien que ça, c'est un choix qui est pas fait au hasard pour représenter la transformation de l'idéal. En mode, cette voiture, bah, c'était l'idéal de base. Et en fait, maintenant, c'est has-been. Au-delà de toute sa symbolique, le film, il est ultra marquant dans l'histoire du cinéma italien et dans l'histoire du cinéma tout court, parce que en fait, il va faire des choses qui, aujourd'hui, peuvent nous paraître banales, mais ont été considérées comme ultra innovantes à l'époque. Par exemple, il va utiliser beaucoup de musique populaire dans la bande originale, vraiment des musiques que tous les Italiens connaissaient et sur lesquelles ils vont danser, etc. Et en fait, c'était quelque chose qui n'était pas du tout fait à l'époque. C'était plutôt des bandes originales composées spécialement pour le film. Et donc ça, c'était assez révolutionnaire à ce moment-là. Et les musiques, elles sont assez marquantes dans le film. Enfin, les scènes, elles sont assez bien, les scènes musicales. Il y a une reprise en italien de Twist à Saint-Tropez, attention. Ouais. Et dans ce côté, du coup, un peu révolutionnaire qui a influencé, en fait, le film est une inspiration majeure de Easy Rider, qui est le film pilier du nouvel Hollywood. Et du road trip. Carrément. Ouais. Donc, en gros, sans ce film, Easy Rider n'aurait pas existé et peut-être plein d'autres choses derrière. Et justement, une des particularités d'Easy Rider, c'était aussi l'apport de musique connue de tous,
dans la bande originale. Et donc, pareil, c'est des choses qui m'ont été inspirées, que ce soit dans la trame du film ou dans cette utilisation beaucoup plus libre de choses populaires. C'est de qui, Easy Rider? Denis Hopper. C'est bien dans Easy Rider où t'as la séquence dans un cimetière là où Ouais. Sous LSD un peu là. Ouais. Il y a le même truc dans le film ou enfin dans ton film ou pas? Non. Non, c'est beaucoup plus sage. C'est plus sage que le Nouvel Hollywood. Ok. Mais voilà, c'est un film qui est très important dans l'histoire du cinéma, qui a influencé beaucoup de monde. Après, il y a des petites anecdotes sur la scène de fin, mais du coup, je vais attendre, je pense, l'épisode où on fera les retours pour en parler. C'est mieux. Et puis voilà, et en fait, voilà, tout est plein de symboles, et en même temps, l'histoire est aussi divertissante à suivre, tu vois, c'est deux mecs qui sont en opposition totale et qui vont vivre des aventures ensemble et rencontrer des gens, et bon, le personnage de Vittorio Gassman, c'est un connard, vraiment. Et le personnage de Trintignant, c'est un peu le mec tout sage qui va se laisser influencer par le connard en mode parce que il a trop été bridé justement et il a besoin un peu de se sentir vivre. Donc du coup, je pourrais comprendre qu'on trouve le personnage de Gassman un peu insupportable parce que c'est vraiment le mec qui parle tout le temps, qui fait le beau et tu sens que c'est un menteur en fait. Et voilà. Mais je trouve que dans tout ce que ça dit, dans tout le travail en fait autour du film pour parler de la société italienne et ce qui était exactement ce que les auteurs cherchaient à faire à cette époque-là, parler au plus grand nombre sous le couvert d'une comédie populaire de fractures sociales et de tout ce qui allait pas dans le pays. Je trouve que le travail est ultra intéressant en fait, et voilà. Avec ce que tu dis, le film prend une autre tournure dans ma tête du coup, et effectivement en fait sans ces clés, le film, enfin tu t'en fiches un peu quoi. Je trouve que là les clés que te donne Pauline, c'est super intéressant. Tu vas pouvoir aborder le film avec vraiment quelque chose que Deka et moi on n'avait pas forcément. Ouais. Donc ça c'est chouette. Donc du coup tu vas peut-être le voir différemment. Effectivement moi ça me fait penser le film un peu autrement. Mais moi je trouve qu'il y a quand même des problèmes dans le film. Enfin, franchement, même le personnage de Trintignant, il est insupportable. T'as envie de le secouer, quoi. Oh, je trouve pas. Ah si, il m'énerve. T'as envie de le secouer, là. Je sais pas si c'est bien de rentrer dans les détails, mais du coup, tu me t'attises ma curiosité, mais c'est quoi? Il y a beaucoup de misogynie. Non, ils sont mous. Si, c'est quoi le truc? Alors, putain, si, il y a des trucs un peu glauques, je trouve, sur la drague. Le personnage de Gassman il est un peu affreux, gênant. Ouais, il est gênant et tout. Enfin, il y a toute une scène sur la plage où vraiment, il drague une nana et en fait, il se rend compte que c'est sa fille. Enfin, quoi? Ouais. Ah non. J'attends de prendre la parole. Ouais, non, mais il est insupportable. Et puis, putain, le film, ça faisait pas 5 minutes qu'il commençait qu'au bout d'un moment, j'ai mis pause, je fais, ferme ta gueule, putain. Ah, ok, je vois. Il fait que causer. Et puis l'italien, ça débite. Ouais. Du coup, ça en devient vite très lourd. Ensuite, sur Univers Ciné, le film il est pas en bonne qualité. Il est en qualité SD. Je sais pas s'il y avait une autre qualité des casques. Après, moi, je l'ai en Blu-ray, donc. Donc c'était pas en bonne qualité du tout. Donc c'était pas très beau et du coup, moi, j'avais pas envie de m'investir dedans. Désolé, mais voilà, quand t'as un film pas très beau. C'est le support joue. Je pourrais peut-être prêter le Blu-ray si. Ouais, peut-être. Mais malgré tout ça, c'est pas non plus quelque chose qui va me fermer à la comédie à l'italienne. Avec tout ce qu'elle m'a dit Pauline, moi ça m'intéresse, tu vois, ce côté un peu critique et même un petit peu satirique de l'Italie. J'aimerais que ça tape un peu plus fort, certes. Mais voilà, je comprends qu'à l'époque tu pouvais pas forcément faire tout ce que tu voulais et tout. C'est parfois un peu trop implicite, en fait, je pense, dans le film. Si t'as vraiment pas les clés, si tu connais pas le contexte. Oh, quand même. Après, on sent qu'il se moque quand même un peu tout le monde. Et puis surtout, c'était le but, c'était de faire des comédies populaires. Mais politiques. Bien sûr, mais comédie populaire, mais politique, moi j'aime bien quand ça tape vraiment sur le système, mais bon. Tu perds le côté populaire. Ouais, peut-être. Si tu vas trop fort. Après, je sais pas, j'ai peut-être un souvenir erroné ou quoi, mais je crois qu'il y avait beaucoup de films comme ça à cette époque en Italie où il y avait beaucoup de sous-textes et il y avait pas une espèce de censure ou un truc comme ça.
Non, pas vraiment, mais c'était tout un mouvement où en fait, c'était des réalisateurs qui en avaient marre qu'on fasse croire justement au miracle économique et que le pays allait bien. Et du coup, qui étaient très cyniques dans ce qui. Du coup, c'est pour ça que c'est. Mais du coup, c'est super intéressant et ça me fait voir le film en mieux dans ma tête, tu vois, quand même, que mon premier visionnage. Ouais, c'est pour ça que je disais que je voulais principalement donner un peu de contexte et tout. Et je vous invite à aller lire mon article sur super7.fr sur le fanfaron, qui reprend un peu les éléments que j'ai dit de manière structurée. Et je pense que en vrai, c'est pas je suis pas complètement non plus fermé à ce cinéma italien. Je suis pas complètement fermé à découvrir d'autres Dino Risi. Donc voilà. Et fais attention. Enfin, alors je pense pas que ça vienne du mur ciné. Je pense que ça vient plus de mon casque, mais le son était pas top. Enfin, ça faisait des fluctuations dans le son. C'est un peu bizarre. Pas étonnant. Mais je pense que ça venait plus de mon casque. Mais je commence à être habitué, t'inquiète. D'accord. Moi, je propose qu'on donne la parole à quelqu'un qui se retient de parler depuis tout à l'heure. Non, non. Alors, bon, déjà, il y a je pense que il y a un fait un peu empirique, c'est que le cinéma italien me touche pas et m'intéresse pas plus que ça. En tout cas, ce que j'ai vu jusqu'à présent, même 8,5 que j'ai trouvé grandiose, en fait, je l'ai oublié et ça m'a pas marqué, quoi. Ok. Et c'est 8,5. Tout ça pour dire que, je sais pas, il y a un truc, je suis un peu hermétique au cinéma italien. Mais bon, pour reparler sur le film, je trouve que Pauline a pris un triple risque, quoi. C'est ouais, pour le je trouve qu'on est sur du risque parce que on sait que t'es vachement attaché au son et on a du coup un film avec il y a toujours le problème de synchro voilà qui est toujours le même. Je m'y attendais. Mais surtout que sur le son, enfin je veux bien savoir combien de temps avant que t'en aies marre du klaxon. Ah oui. Ah bah ça, c'est exprès, hein. Tout le monde pète son crâne à cause mais de je trouve que du coup c'est un risque déjà au niveau du son, au niveau pas du fond vraiment, mais de ce qui est montré. On a vu que tu avais du mal avec les personnages, avec les merdes en soi, oui. Que ça t'empêche de rentrer dans le film. Ah bah là. Et je me dis comment tu vas faire pour ce film où tu suis juste un con du début à la fin, sachant que on a parlé de pas mal de trucs un peu touchy, mais on a quand même pas dit que sa fille se tape un vieux grand-père qui a vraiment l'âge. J'avais oublié ça. Elle a quoi? Elle est pas mineure encore. Je crois qu'ils disent qu'elle a 16 ans ou 17 ans. 17 ans, je sais plus. Je crois que c'est un truc des films italiens. Je sais pas, mais du coup, elle sort avec un vieux gars. Bon, au début d'ailleurs, son père se fout de la gueule du mec. Et tu te dis, pour une fois qu'il est dans le vrai, quoi. Pour une fois qu'il est pas con et qu'il dit des trucs bien. Et donc, je sais pas, c'est vraiment un papy, quoi. Il doit avoir 60 ans, enfin, ou plus que ça. Et puis en fait, à la fin, il y a un revirement et finalement, il l'aime bien et ils s'entendent quand même plutôt bien. Il l'accepte quand même. Donc tu te dis, pour une fois qu'il avait quand même raison sur un sujet, finalement, il est OK sur le fait que sa fille se tape un mec de 60 ans. Après, c'est très cynique et justement, la fille, elle représente, c'est le plus jeune personnage avec celui de Trentino, mais elle est encore plus jeune que lui du film. Et en fait, justement, elle représente complètement cet individualisme dans le sens où Trentino il est un peu entre les deux. Gassman c'est genre quand même un gros individualiste et tout, et elle c'est en fait je m'en tape de l'amour, j'ai pas envie de travailler et tout, j'ai juste envie d'être avec un mec riche qui fait que je fais ce que je veux, et c'est hyper poussé à l'extrême pour dire en fait l'idéal des jeunes c'est plus de trouver quelque chose de pur, de sincère, de beau et tout, c'est juste de pouvoir se la couler douce en étant entretenu par un vieux riche, tu vois. Non mais bon après voilà, c'est ce que c'est, mais c'est des trucs que je me dis, connaissant Frigo, ça va être compliqué. Et j'étais du coup très pressé de voir comment t'allais dans le film, parce que même si voilà, tout ce que tu dis c'est super intéressant, et pour le coup c'est un sujet d'étude intéressant, personnellement en tout cas c'est pas un film qui m'intéresse. Donc je fais un peu la distinction entre les deux. Mais après là c'est vraiment personnel à toi du coup. Oui, mais en fait ce qui m'a gêné, c'est les choses qui ont tendance à te gêner aussi. Donc je me dis, ça va être compliqué. Après, je sais pas ce que t'en penses, Pauline. Non, mais moi je suis toujours pour défendre le fait qu'on peut montrer des connards. Oui, bien sûr. Non, mais il y a des moyens d'y montrer. Bref. Non, mais après, c'est pas montrer de moi, mais après, en fait, c'est même pas sur le fait de on peut pas. C'est que il y a des gens qui n'arrivent pas à rentrer dans le film si la personne à laquelle qui suivent. Oui, mais je trouve qu'il y a quand même le Trintignant qui contrebalance, tu vois. Mais enfin bon, voilà. Et
Heureusement. On a vu avec Rigo que c'est plutôt le cas en général, donc on verra. Après, le film, c'est vrai que l'italien, j'en peux plus de l'italien, quoi. Il parle trop vite. Ah ouais, non, mais tout le temps. Ça débite constamment. Hein. Au bout d'un moment, en fait, j'avais cette impression, et je sais pas si c'est dû à parler ou quoi, mais que c'était vraiment que le film était presque en accéléré à un moment. Non, il parle vraiment très vite. Ça m'a fait ça au début. T'as eu cette impression aussi au début? C'est parce que le personnage de Gassman, c'est le mec qui est à 100 à l'heure et qui. Mais oui, mais du coup, ça se pose jamais. Et ça m'a un peu dérangé parce que des fois, j'ai besoin que ça se pose un peu. Je trouve qu'il y a quelques séquences où ça se pose quand même sur la plage quand il dort sur la tard, plage. Ça arrive super tard. Moi, c'est vraiment qu'il parle pas quand il dort, on serait dans la merde. Mais du coup, moi, ce truc de il parle, ça cut, il est déjà en train de nouveau de parler, il a même pas fini, que ça a déjà cut sur le fait qu'il est déjà en train de reparler. Ouais, c'est le fait qu'il parle super vite et qu'en plus, quand on a le truc en post-prod, ça fait un effet. Pas très réaliste parce que tu sens que le son quand même il est un petit peu en post-prod et ça c'est un truc qui va peut-être te gêner. Après non, je comprends l'importance de ce film dans l'histoire du cinéma, je vois en quoi c'est intéressant même dans l'histoire italienne etc. Mais j'avoue que je suis un peu passé à côté. Quand j'ai mis ma note sur Letterboxd, j'ai vu que tous les gens que je suivais et qui avaient noté le film, plus d'une dizaine de personnes ont tous mis au moins 4. Quand j'ai mis mon petit 3, je me suis senti un peu seul, quoi. Je me suis dit, le film est noté, je crois, 4,2 sur Letterboxd. Je me suis dit, mais c'est moi qui suis à l'envers ou c'est le monde, il est à l'envers, tu vois. Ah non, je te suis un petit peu quand même, des cas. Mais donc voilà, c'est un peu tout ce que j'ai à dire sur le film. Après, j'aime beaucoup la fin, moi. Et avec ce que tu m'as dit, du coup, Pauline, je trouve la fin superbe. Encore faut pas trop en dire. Hein. Non, j'en dis pas trop et je la trouve. Je pense qu'on reviendra du coup dans très abrupte épisodes. et moi j'aime bien. J'ai beaucoup aimé la fin. Ok. Mais voilà, donc ça m'a pas intéressé. Et même avec tout ça, j'avoue que tout le monde dit. Enfin, j'ai vu beaucoup de gens dire oui, la mise en scène et tout. Oui, bon, ça m'a pas choqué, quoi. Enfin, le film, c'est un peu triste à dire, mais c'était un peu vu et sans tape quand je l'ai vu, quoi. Ouais, okay. Et donc je suis désolé, Pauline. Ok. Mais c'est calamité, mon avis. C'est honnêtement, mon avis sur. Après, c'est sûrement moi, hein, vu que. Non, mais on va voir. Mais voilà. Écoutez, c'était à mon avis, je devais être 100% honnête. Ok. Voilà. Ok. Juste quand même une question, est-ce que c'est un peu du cliché en mode il parle fort, machin et tout ou... Oui. Non. Fort, pas si, putain, c'est un cliché. Non, mais le mec, c'est un cliché Non, d'italien, vraiment. Non, oui, mais enfin là, il parle vite et tout, mais c'est souvent il y a aussi le truc de il parle vite et fort, et je peux le voir. Non, là, pas quelques forcément, Italiens c'est que vraiment genre le mec côtoie. qui débite, et en Moi, fait, je trouve que c'est le gars qui parle au mec parce qu'il a trouvé un interlocuteur, mais qui s'attend pas à ce qu'il réponde, tu vois, genre. Ok. Il s'écoute parler, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Il s'écoute parler, et là, il a l'excuse qu'il y a un mec un peu timide qui l'écoute, quoi. Ok. Non, après ça, quand même, les scènes en voiture, c'est quand même les plus cool, je trouve. Oui. Ouais. Il y a un truc vraiment où t'as envie d'aller, t'as envie d'être dans ta petite décapotable et d'aller prendre le vent comme ça. Moi, j'avoue que c'est la scène de la plage. Enfin, je me suis dit, putain, mais j'aimerais trop aller cet été à la plage en Italie. Là, genre. C'est vrai que ça donne envie d'aller se baigner. Ouais, genre, je sais pas, j'avais trop envie. Il y a un petit côté vacances qui donne envie, quand même. C'est vrai. Ok. Là-dessus, c'est vrai. Il fait quand même rêver un peu, quoi, du coup. Bah, c'est Donne un envie de peu justement montrer le rêve pour te dire fais gaffe quand même. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis même dans la relation Trintignant, j'ai oublié le nom. Gassman, pardon. Ah oui, un truc que je voulais dire aussi par rapport au choix des acteurs. Bon, du coup, à la base, ça devait être Jacques Perrin, comme j'ai dit au début, mais Jacques Perrin, c'est le même profil que Trintignant, jeune acteur français qui fait tout bien propre sur lui, etc. Et en fait, le choix, il est hyper symbolique aussi, comme j'ai dit, rien n'est fait au hasard. Voilà. Parce qu'en fait, Vittorio Gassman, c'était du coup grand acteur populaire italien, un peu grande gueule, beau gosse, où tout le monde le situait déjà quand même assez bien dans le cinéma italien. Et Trintignant, c'est un peu le jeune premier français qui fait tout bien propre sur lui, tout timide, etc., qui a un peu tourné en Italie, mais pas encore des masses de trucs. Et du coup, le choix, il est hyper symbolique pour représenter les personnages, parce que c'est vraiment la confrontation entre le gars qui est déjà installé, qui a déjà 10 ans de carrière dans les pattes, et que toute l'Italie connaît, et le petit français qui est là en mode salut, moi aussi je fais des films. Et voilà. C'est vrai que dernièrement, je découvre un peu l'aura de Trintignant, parce qu'en fait, je me rendais pas compte à quel point c'est vraiment un monument
Ouais. du cinéma, quoi. Je l'ai vu dans Le Grand Silence, là, dans Le Fanfaron, que tu me dis que c'est super important pour le cinéma et tout. Ouais. Pour moi, bon, c'était Le Vieux d'amour. Et il avait fait voilà, quelques films, et c'est vrai que je me rendais pas compte du monument que c'est, quoi. Ouais, et en fait, c'est un truc de fou parce qu'il a fait énormément de films assez marquants. Même, il a tourné dans Et Dieu créa la femme de Roger Vadim, je crois que c'est un de ses premiers rôles, ou si ce n'est son premier rôle. Où, pour la petite anecdote, il a pécho Brigitte Bardot, qui était la femme de Roger Vadim à cette époque. Enfin, bon, bref. Okay. Et en fait, cet événement, donc même au-delà du truc des acteurs et tout, ça a été un tournant pour leur carrière parce que tout le monde en parlait dans les... Enfin, tu vois, il y a plein de trucs, d'événements marquants de sa carrière comme ça qui ont fait qu'il a un peu marqué l'histoire du cinéma. Et quand tu vois des interviews de lui vieux où ça revient sur sa carrière, il relativise tout, mais genre vraiment en mode oh oui, ça c'était pas très bien, ça c'était un peu mauvais, j'ai fait beaucoup de mauvais films. Je trouve il passe un peu inaperçu. Même quand on parle des grands acteurs du cinéma français, c'est vrai. Bah, il passe inaperçu alors que. Alors qu'il est immense. Hein. Mais vraiment, c'est incroyable. C'est étonnant. Et il a une carrière très très longue et sur sa fin de vie, il est trop fort, quoi. D'ailleurs. Trop fort. Ah non, j'allais dire une bêtise. Non, j'ai rien dit. Mais il y a un docu, je sais pas s'il y a encore, mais il y a eu un docu d'Arte qui s'appelle Trintignant par Trintignant, je crois, ou un truc comme ça. Okay. Et qui est très bien. Mais il y a plein d'histoires de dingueries sur Trintignant. On pourrait faire un épisode sur lui un jour. Ok. Bah, écoute, on peut passer à Louis. Ouais, je pense pas avoir de enfin, à part si t'as d'autres questions, bien sûr. À part si peut-être vous aussi avez des trucs à rajouter, mais écoute, non, je pense pas avoir plus de questions. Ouais, en toute honnêteté. Laissez-moi réfléchir quand même juste 2 secondes. Mais non. Alors écoute, Louis, je te propose d'enchaîner. Ouais, allez. Donc, The King of Comedy de Martin Scorsese. Que dire sur ce chef-d'œuvre ? Parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est déjà, je l'ai choisi effectivement par rapport au duo Scorsese-De Niro, mais il fallait que j'en choisisse un qui est pas très connu. Et celui-ci, il est vraiment parfait pour découvrir un Scorsese moins connu de sa filmographie, découvrir un Robert De Niro à contre-emploi. Donc on est après Raging Bull, je crois. Et enfin, pardon, quand t'entends contre-emploi, c'est on a toujours eu l'image de ce De Niro en gangster. Ok, donc c'est l'inverse de ce qu'il fait d'habitude, quoi. Okay. Ouais, l'inverse de ce qu'il fait. Et en fait, De Niro, il voulait faire une comédie à la base, et il fallait. Il avait trouvé le scénario donc de The King of Comedy, il l'a proposé à Scorsese. Il y a eu plein d'histoires de production un peu chiantes qui ont fait que la production a déménagé à New York pour faire correctement le film. C'est trop bien. Enfin, vraiment découvrir De Niro à contre-emploi, c'est une super idée. Il joue ce loser qui se fait des rêves. Enfin, vraiment, il y a tout un côté critique de la célébrité, mais des fans, enfin, un côté fan et tout. Comment tu oppresses les célébrités et tout, qui sont des êtres humains, en fait, normaux. Et en fait, la première scène, c'est vraiment le mec qui sort de son show. Il y a toutes les fans complètement hystériques, hommes comme femmes. Et t'as De Niro qui arrive à magouiller pour entrer dans sa voiture et à lui dire « Ouais, écoutez, je suis votre plus grand fan et tout, je fais de l'humour. » Alors que non, il vit encore chez sa mère, il se fait des films dans sa tête. Et ça, c'est génial au niveau du montage. Les séquences où il s'imagine, enfin, le montage, il est fou. Il est vraiment trop bien. Tu le vois parler à Jerry Langford à un moment, et puis d'un coup, t'entends la voix de sa mère l'appeler, et tu reviens dans la réalité. C'est trop bien fait. De Niro, il est excellent. Genre vraiment, je trouve que c'est un de ses meilleurs rôles. Et un contre-emploi, encore une fois, ça rafraîchit un petit peu l'image que tu peux te faire de lui. Scorsese lui offrira d'autres rôles à contre-emploi, en vrai, même un petit peu avant avec New York. Mais d'ailleurs, j'en ai pensé à un autre aussi, Les Nerfs à vif, où là, pour le coup, il est terrifiant, De Niro. Et c'est un très bon Scorsese aussi, un peu méconnu. Et là, il a ce rôle le plus libre, enfin plus léger, et à la fois un peu flippant quand même, parce que vraiment, il est débile, quoi. Enfin, il est vraiment ancré dans son truc. Juste pour rebondir sur l'importance de ce rôle pour De Niro,
J'avais vu une interview de lui où il dit que psychologiquement, ça a été hyper dur pour lui, ce rôle. Parce qu'en fait, c'est un personnage qui est assez complexe. Et De Niro, il est issu de l'actor studio. Donc, les acteurs qui cherchent vraiment à se mettre dans la peau des personnages pour les jouer. Et il a dit qu'il était hyper mal à l'aise d'être dans la peau de ce personnage. Et ça l'a pas mal marqué, en fait, de jouer. Il a dit jusque-là, en fait, quand il jouait des connards, c'était facile parce que il se met dans la peau d'un connard, mais il sait que le personnage est présenté comme tel. Mais ce personnage-là, il est beaucoup plus ambivalent. Et du coup, c'est moralement pour lui, faire ce film, ça a été hyper difficile. Même moralement, enfin, le personnage est très ambigu. Tu sais pas si tu dois vraiment t'attacher un petit peu à sa rêverie ou un petit peu essayer de le secouer et de lui dire mais redescends sur terre. Franchement, vraiment, là ce que tu fais, c'est pas bien. Enfin, il y a vraiment des moments où tu dis mais arrête. Vraiment, il s'introduit dans la maison de vacances du mec quand même. Enfin, en disant ouais mais non, on a été invité et tout. Il se fait des rêves et t'as envie de dire arrête. Et quand tu le vois tout seul dans sa chambre à rêver qu'il présente un show, c'est mignon. Et franchement, je te mentirais si moi aussi, quand j'étais enfant, je pensais pas aussi à rêver des trucs comme ça. Sauf que là, le mec, il a 35 ans, quoi. C'est le Stan originel. C'est ça. Et du coup, c'est formidable. Autre rôle à contre-emploi, c'est celui de Jerry Lewis. Donc, il joue le présentateur du Late Show, Jerry Langford. Jerry Lewis, c'était un acteur de comédie américaine que j'ai jamais vu, mais il est assez culte. Je crois que son film le plus culte, c'est Dr. Jerry et Mr. Love, un truc comme ça. C'est du burlesque en fait. Ok. C'est du slapstick, c'est le nom burlesque en, oui, okay. Oui. C'est comédie basée sur les gags, le visuel, quoi. D'ailleurs, j'en parlais dans l'épisode comédie musicale de justement Dr. Jerry et Mr. Love. C'est en gros, pour être drôle, quand il est en personnage de loser, il a des fausses dents et des lunettes et les cheveux gras, tu vois. Ouais, d'accord. Voilà. Et là, il est complètement à contre-emploi. Il joue un mec ultra sérieux qui se retient de péter la gueule à Robert De Niro. Mais genre, même en vrai, Jerry Lewis s'est retenu de lui péter la gueule. Tellement il avait bien pris le rôle. Ouais, en fait, Jerry Lewis n'était pas du tout habitué à l'acteur studio de Niro. Et il y a une scène, justement la scène où il s'introduit dans sa maison de vacances. De Niro, apparemment, entre les prises, gueulait des insultes antisémites, qui a fortement rendu furieux Jerry Lewis. Et la fureur que tu vois à l'écran, c'est la vraie fureur de l'acteur qui a juste envie de lui péter la gueule. Et quand tu vois un petit peu le sourire de Niro dans le film, t'as envie de lui péter la gueule aussi. Vraiment, il y a un côté... Enfin, le duo d'acteurs lui-même marche trop bien. Et le fait d'avoir vraiment pris à contre-emploi Jerry Lewis, c'est une super bonne idée. Je le trouve ultra sérieux, ultra... un peu coincé, mais... Il était un peu has-been à ce moment-là. Et ouais, en plus, Jerry Lewis était has-been, il était plus connu. Et ça a redonné un petit peu un souffle, et ça a prouvé qu'il savait faire autre chose. Ouais. Et moi, j'aime beaucoup ça dans les films, voir des acteurs à contre-emploi et qui prouvent qu'ils savent faire autre chose de ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, moi, je suis servi. Entre Robert De Niro et Jerry Lewis, je suis vraiment servi. En fait, vous avez tous les deux pris un peu des films de sale type, en fait. Un peu. Ouais, alors moi, je préfère quand même le personnage de Niro. Hein. C'est pas c'est un sale type. Ouais. Même Jerry Lewis, les deux sont un peu des sales types. Oui, mais Jerry Lewis, c'est un sale type parce que c'est une personnalité connue, tu vois. Il y a aussi la critique de la célébrité que t'es un gros connard, tu vois. Mais c'est pas une critique de dire que c'est des films de oui, non, bien sûr, mais... Et du coup, mais De Niro, il a quand même ce côté touchant, comme je te disais, dans sa rêverie d'enfant. Mais réveille-toi, t'as 35 ans. Ouais. Vas-y. Non, juste, je parlais de l'affiliation avec le Joker tout à l'heure. Ah bah, j'avais posé la question, justement. Ouais, et du coup, pour ceux qui seraient pas au courant, déjà, Martin Scorsese est producteur du Joker. Donc, c'est vrai. Première chose pas anodine. Robert De Niro joue le présentateur dans le Joker. Donc, c'est un peu en mode... il est passé de l'autre côté, quoi. Et en fait, il y a toute une séquence qui est ultra inspirée, même en termes de mise en scène, de La Valse des Pantins dans le Joker. Ok. Bon bah voilà, je sais pourquoi il est rattaché au Joker du coup. Ouais, voilà. Mais c'est vraiment un film excellent, même dans sa mise en scène. Enfin, Scorsese, il est très très fort.
Toi qui as un rapport au son particulier, justement, Mhm. je te conseille une vidéo qui s'appelle The Art of Silence chez Martin Scorsese, by Martin Scorsese, Ouais. de la chaîne Every Frame a Painting, et qui t'explique comment en fait Scorsese arrive à manier le silence dans ses films. Mhm. Et c'est assez fabuleux. Et je trouve qu'il dans The King of Comedy, c'est un peu le cas. Il y a vraiment des moments de silence. Soit tu rigoles un peu nerveusement parce que voilà, c'est juste De Niro qui est assis dans une salle d'attente. Alors tu sais qu'il va rien se passer. Ouais. Et tu rigoles un peu nerveusement de son attente, de sa patience. Et voilà, mais il est trop fort. Enfin, vraiment, Scorsese il est beaucoup trop fort. Le montage, il est fabuleux. C'est donc Thelma Schoonmaker qui est la monteuse de Scorsese depuis des années maintenant. Mhm. C'est une des plus grandes monteuses du cinéma. Et voilà quoi, c'est vraiment un film ouais, à la limite de la perfection, vraiment. Ok. C'est du même avis du coup, Deka et Pauline. Non, ça serait très 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 bien. Je trouve pas que c'est à la limite de la perfection, même si je vois, mais après ça, je pense que c'est très personnel. Je pense que, en fait, c'est comment dire. Je vois ce qui est super dans le cinéma de Scorsese et ce qui plaît énormément. Juste que ça me plaît énormément aussi, mais pas au même niveau. Tu vois, Ok. je trouve pas ça légendaire, tu vois. Je trouve ça colossal, si tu veux. Ok. Voilà. Moi, c'est une de mes portes d'entrée dans la cinéphilie et un peu dans la cinéphilie élitiste en mode ouais, t'as pas vu la valse des pantins. Ah ouais. Bref, tu sais, des gens qui disent ouais, Robert De Niro, il a joué que des gangsters. Quoi? Tu connais pas son rôle C'est de un peu- Rupert c'est un- Pumpkin? Mais c'est un peu ça en vrai, et ça marche de ouf. Et non, et Ok. du coup, c'est un film qui a été très marquant pour moi et que j'ai pas revu depuis longtemps, mais qui continue de me marquer. Donc, je peux pas contredire Louis. Je l'ai découvert pour l'épisode. Non, c'est une bonne découverte. Ok. J'ai vu très peu de Scorsese. Hein. J'ai vu Taxi Ouais. Driver. Voilà. Je crois pas qu'il y en ait d'autres. Voilà, Ouais. si moi aussi je sais manier le silence. Et, et du coup, bah là, celui-là, je crois pas en avoir vu d'autres de Scorsese. Mais enfin bon, voilà. Mais Ok. c'est très cool. Mais je ouais, pense que tu vas kiffer. mais Ok. ouais, je pense aussi, vraiment, il y a Bah, c'est D'ailleurs, trop bien. je suis en train de dire, on dit oui, Frigo, il aime pas les mauvais types dans les films et tout. Enfin, Scarface, Mais c'est quand même ton film Scarface. préféré. Ouais. Bah, dis donc. Ouais, mais c'est un film de gangster. Ouais, ok. C'est pas pareil en fait. Ouais, donc c'est Tu Tu vois, normal. après, c'est ce que je disais, mais c'est que genre, en fait, je suis pas contre pour voir des Ouais. cons, mais ça dépend comment c'est amené, Ouais, non, tu bien vois. sûr. Ouais. Enfin, du coup, tu faisais référence à All That Jazz, tu vois, par exemple. Mhm. Non, pour Ouais, moi, parce que non. c'est plus des seuls types de la vraie vie, genre. Enfin, genre, même si c'est calqué sur Al Capone, tu vois, et que. Pas t'aimes les sales types, ils sont vraiment montrés comme des sales types. Ouais, je crois. Mm. Enfin, genre, je vois. Scarface, tu sais du début à la fin qu'il y a rien qui va, et je sais pas, bref. On va pas épiloguer sur Scarface, que c'est pas le Ouais. sujet. Laisse-moi. Et, Si vous avez bah, j'avais d'autres des choses à dire. rajouter, Ouais, ouais. ouais. Ce qui est intéressant avec le film, c'est que ça part de De Niro, enfin par rapport au duo mythique, pardon. Ce qui est intéressant, c'est que ça part de la volonté de Niro et qu'il a pensé à Scorsese pour ce film. Il a vraiment, fallait que Scorsese, son pote, le fasse. C'est rare dans ce sens-là. Et c'est rare dans ce sens-là. D'habitude, c'est souvent l'inverse. Et c'est un peu tout ce qu'on a dit sur le duo De Niro-Scorsese. C'est vraiment deux potes qui pensent l'un à l'autre. Il y a vraiment quelque chose dans le cinéma, enfin, un fil entre eux, quoi. Et c'est des vrais potes, parce qu'ils se sont foutus sur la gueule. Parce que j'ai une théorie. Je pense que les vrais potes se foutent sur la gueule. Je suis pas d'accord avec cette théorie. Mais... Il l'a pas foutu. Moi non C'est plus. parce que Frigo n'est pas ton vrai pote. Non, mais sur le tournage de New York, c'est très mal passé. Ils se sont beaucoup engueulés parce que Scorsese sniffait énormément de cocaïne. Scorsese Oui, étonnamment. Tiens. Je savais pas. Et, On le voit comme un petit papy gentil, mais il a eu sa période. Ah bah... et un petit peu toxico. Et du Ouais. coup, ce qui a énormément énervé De Niro, et apparemment, ça clashait sévère jusqu'à aller jusqu'au point. Ok. Mais ça les a pas empêchés d'être amis au final et de continuer ensemble et de faire quasiment que des bangers en fait. C'est vraiment. Je crois que je connais pas un seul film mauvais. En tout cas, entre les deux, moi je considère qu'il y a que des chefs-d'œuvre. Moi, je même suis si je moins suis- fan de New York. Mais... Même si je suis moins fan de Mean Street, mais parce que je l'ai vu dans un mauvais contexte. Mais
Mais voilà, quoi. Je trouve que c'est un duo qui marche trop bien. Et La Valse des Pantins, c'est vraiment le cumul, quoi, de vraiment tout ça. Et une super porte d'entrée vers eux, quoi. Ok. Est-ce que Pauline et Deka, vous avez des choses à ajouter? Non, c'est bon. je pense que tout a été dit. Moi, j'ai pas grand-chose à dire de plus. Si, je sais pas pourquoi, le film m'a fait un peu penser à Une après-midi de chien C'est de vrai. Lumet, je te l'avais dit. Alors que c'est pas du tout pareil, mais je trouve que ce personnage de Pacino et de De Niro, ils ont un peu quelque chose en commun dans le truc de déjà la du place dans bargain, leur enfin carrière. comment Ah, le mec qui négociation. pense en anglais quoi. Oui, Négociation. de vouloir négocier, tu sais, ce côté un petit peu, et ça m'a fait un peu penser. Je trouve qu'ils ont un peu eu un truc similaire ces deux Puis après, personnages. les deux cassent un peu l'image de leur acteur. Oui. Et en vrai, c'est à peu près même période. Je sais pas si t'as vu un peu le lien. Non, mais je vois ce que tu veux dire, moi, parce je que vois très bien. c'est un peu une vibe. Et t'es pas le premier que je vois faire le rapprochement entre les deux films. Ah bah, ça me fait plaisir, je suis pas seul. Donc, à mon avis, ce que tu dis là n'est pas déconnant. Et effectivement, pour avoir vu les deux films, effectivement, moi je l'avais pas vu et j'avais pas fait attention. Et maintenant que tu me le dis, effectivement, il y a un truc un petit peu. C'est des losers en fait, c'est deux losers aussi. Hein, je crois que les scènes qui me rappellent l'un et l'autre, c'est quand Pacino par exemple est dans le magasin, enfin je sais plus, c'est une banque, la banque, et que on le voit aller à droite, il parle à lui, il va voir, enfin il est en train un peu de négocier, il sort, il parle aux gens. Ça me fait un peu penser aussi à De Niro quand il est là et que il est dans la salle d'attente et puis il va voir telle personne à l'accueil, il va voir telle autre personne, il sort et tout. Et en fait, je crois que c'est ce truc au moment où ils sont l'un dans la banque et l'autre dans le building. Ouais, il y a vraiment les deux personnages se répondent vachement bien. Et puis Pacino et De Niro, il y a aussi un lien qui est un peu mais. Oui, je pense que c'est des personnages qui ont besoin de se donner une contenance en étant actifs. Oui. Et parce qu'en fait, eux-mêmes, ils y croient pas, tu vois. Et puis c'est deux performances d'acteurs absolument splendides. C'est peut-être la meilleure performance de Pacino et peut-être la meilleure de De Niro, je ne sais pas. Mais donc, je voulais faire ce petit parallèle. Et effectivement, non, mais il est très intéressant ton parallèle, justement. Merci. Très très cool. Mais voilà, moi je trouve que c'est un super film. J'allais dire New York, non, The King of Comedy. Donc voilà, allez voir, vraiment allez le voir. Et je parlerai de la fin pour tes retours quand même. Ok. Que moi qui ne parlerai pas de la fin dans les retours. Eh ben écoute, tu veux enchaîner? Bah allons-y. Let's go. Alors Yojimbo de Akira Kurosawa. Bon, je pense que c'est pour les gens qui nous écoutent plus une surprise, enfin, c'est une surprise pour personne que j'aime énormément le cinéma japonais. Non. Voilà, et que c'est un cinéma qui me touche particulièrement. Et pendant longtemps, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a dans le cinéma japonais qui fait que il me marque autant et que je l'aime autant par rapport à d'autres? Et en fait, bon, après avoir discuté, réfléchi, parlé pas mal avec Pauline et tout, ce qui me plaît énormément dans le cinéma et la première chose qui fait qu'un film pour moi va aller au-dessus des autres, c'est vraiment la mise en scène. Et plus que ça, je pense que c'est la composition. Quand un film a des compositions de plans vraiment, il faut savoir que Frigo vient de se craquer les genoux d'une manière absolument incroyable, donc j'ai failli rigoler. Mais enfin bon, voilà. Excusez-moi, je suis vieux. Voilà. Mais donc quand je ressens une fluidité dans la composition, dans la mise en scène, moi c'est vraiment quelque chose qui tout de suite me prend. Et du coup le cinéma japonais, de ce côté-là, que ça soit direct là, je pense à Kurosawa et Mizoguchi, c'est absolument incroyable. Je pense que ça joue aussi avec leur décor, parce qu'il y a leur maison qui est très quadrillée, etc. Et qui ont un peu ce truc un peu de pas parallèle, mais enfin bon voilà, de composition vraiment belle. Métrique. Alors justement c'est intéressant parce que là les gens me diront mais pourquoi t'aimes pas Wes Anderson, lui qui fait que des plans qui sont très très bien composés, pourquoi Wes Anderson ça marche pas? Et en fait l'explication, donc là je parle un peu de Yojimbo, mais c'est un peu pour expliquer, et du coup on parle pas de Yojimbo, mais c'est que en fait ce qui est, je trouve, incroyable chez Kurosawa, et aussi Mizoguchi, mais on parle de Kurosawa, et dans Yojimbo, c'est que t'as l'impression que tous les plans sont vraiment au millimètre, que toutes ces compositions sont parfaites, ces mouvements de caméra, tu passes d'une composition magnifique à une autre composition magnifique, avec une fluidité incroyable, mais t'as pas une sensation d'artificialité. T'as vraiment une sensation que c'est comme si les choses sont cool d'elles-mêmes, et rendent ce truc magnifique. Chez Wes Anderson,
t'as ce truc de très beau plan, mais en fait, je trouve que du coup, il y a un côté artificiel. Mais il le cherche, son côté artificiel, Wes Anderson. Oui, il le bien cherche. sûr, mais je suis juste pourquoi tu vois, Oui, moi, je sais, voilà, oui. moi, ça me plaît moins, c'est que voilà, je ressens moins ce truc, cette en tout cas impression de spontanéité dans le cinéma de Wes Anderson que je trouve dans le cinéma de Kurosawa et dans Yojimbo. Est-ce que alors je vais refaire de la pub pour la chaîne qui n'existe, enfin qui fait Oui, que j'ai de vu la vidéos vidéo. Every Frame a Painting, mais il y a une vidéo qui s'appelle Composing Movement Ouais. chez Akira Kurosawa et c'est une vidéo magnifique. Ouais, je l'ai vu, Ok. je l'ai revue là pour l'épisode. Elle est vraiment bien. Elle est vraiment bien et qui t'explique un peu comment Kurosawa en fait compose le mouvement même dans des plans fixes qui sont d'une beauté. Je crois qu'on l'a jamais revu en fait. Franchement, Je le redis, Kurosawa mais pour il est moi, trop fort. C'est le plus Il est vraiment grand très cas très de- très fort. ce que j'ai vu. Pour moi, c'est le plus grand metteur en scène du cinéma. Mais et ça, je pense que tu vas le voir. En tout cas, j'espère que tu vas te rendre compte que tu es face à un film où la mise en scène et le mouvement et la composition est absolument stratosphérique, quoi. C'est-à-dire que tu peux quasiment t'arrêter à n'importe quel moment, regarder l'image que tu as face à toi, et en fait, tout fait sens. La composition du plan, elle donne du sens à ce qui est dit dans le film. Il arrive vraiment à, par l'image, sans les dialogues des fois, te faire comprendre tous les enjeux, ou les hiérarchies des personnages. Et enfin, pour ça, c'est absolument génial. Enfin, et c'est quelque chose qu'on retrouve énormément de Yojimbo. Toi, Pauline, tu l'as vu là pour l'épisode. Ouais. Et Louis, enfin, je sais pas si vous vous êtes rendu compte vraiment vous avez eu cette même impression face à Yojimbo de mise en scène absolument millimétrée et parfaite. Ah oui, oui. Ouais, peut-être je vais te laisser finir avant de. Ouais, parce que tu vas casser le truc. Non, enfin. C'est un très bon film. Hein. Ok. Mais voilà, non, mais après, là, sur cet aspect-là, c'est voilà pourquoi j'aime le cinéma japonais et pourquoi j'aime Yojimbo et pourquoi j'espère que t'aimeras aussi Yojimbo. Bon, après, comme je disais, c'est un vrai hit à l'époque, ce film. Hein. On est vraiment au summum des deux. C'est pour moi la meilleure porte d'entrée, comme je l'ai dit. Donc, faut savoir, donc on parlait des westerns dans l'épisode d'avant et Kurosawa adorait le western. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de liens entre le western et le cinéma de Kurosawa. Pour ça, peut-être que j'aime les deux. Mais, et donc, il aimait beaucoup John Ford. Et il a beaucoup appris de ce qu'il dit de la grammaire du western. Et c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans Yojimbo. Souvent, on dit que Yojimbo a influencé le western. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est le western a influencé Yojimbo qui a influencé le western spaghetti. Mais la base, c'est vraiment le western. Et donc, le truc de la grammaire du western, la plus remarquable qu'on voit dans le film, c'est la ville, qui est vraiment faite comme une ville de western, comme on imagine, tu sais, la ville avec un peu les devantures en carton, on a l'impression, tu sais, et la ville, vraiment, c'est ça. D'ailleurs, Kurosawa s'est un peu embrouillé avec la personne qui créait la ville parce que lui, il pensait tout au niveau de ses plans et il avait une vision parfaite de la ville, de comment il voulait passer ses caméras, alors que la personne je sais plus le nom, mais en tout cas la personne qui faisait la ville disait attends, moi je me suis fait chier à faire ce toit comme ça, j'ai envie qu'on voit mon toit à l'écran. Et Kurosawa était non mais attends, ton toit, j'ai besoin qu'il soit pas là parce que je dois passer ma caméra en fait. Tu vois. Et donc lui, il voyait tout et les deux étaient un petit peu en embrouille, en mode voilà, chacun voulait un petit peu tirer de son côté. Mais donc voilà. Donc en fait, le western a énormément influencé Kurosawa. Mais en fait, je pense que il faut quand même relativiser parce que je pense que Kurosawa a beaucoup plus influencé Hollywood et l'Amérique que l'inverse, quand même. Enfin, il y a tellement de trucs qui ont été pris chez Kurosawa, c'est un peu incroyable, quoi. Et donc, pour revenir un petit peu donc au duo, pour la petite anecdote, De Niro dit qu'il s'est beaucoup aidé des films de Mifune, du jeu de Mifune pour façonner le sien. Donc, oh là là, on se rejoint. Et ouais. tu sais où on se rejoint encore ? Dis-moi. La valse des pantins est un des films préférés d'Akira Kurosawa. Ah ouais ? Ouais. Il a du goût, hein. Il a du goût. Mais donc voilà, c'est intéressant. Avec Yojimbo, vraiment, il y a donc Mifune prend un aura vraiment supérieur parce que avant, il y avait eu par exemple les 7 samouraïs, mais où il joue un peu un samouraï paysan, c'est encore un peu, il est un petit peu, il a pas cette aura légendaire. Oui, puis il est noyé au milieu des autres acteurs Ouais. aussi. Même si quand même, bon moi j'ai pas vu le film, j'avoue, parce que j'attends encore un petit peu de voir plus de Kurosawa pour le voir. Et là vraiment, Kurosawa va remarquer que Mifune, il est vraiment devenu absolument légendaire. Et il va faire des rôles, bon, plus beaucoup, parce qu'on est sur la fin de leur collaboration, mais où il va vraiment mettre Mifune comme cette figure légendaire et charismatique, que ce soit le dernier Barberousse, et du coup, Yojimbo et Sanjuro qui arrivent après. Et là, pour moi, on a vraiment le
Mifune le plus charismatique. C'est absolument incroyable. Il prend l'écran, il est magnifique. Il est dans la fleur de l'âge, il est absolument génial. Et donc au niveau des autres acteurs, c'est aussi le premier rôle majeur de Nakadai chez Kurosawa. Donc je parlais de Nakadai qui est un petit peu la succession, un petit peu la relève de Mifune, donc c'est ultra intéressant, même si Nakadai dans les films de Kurosawa enfin en tout cas quand les deux ont été dans le même film a toujours été le perdant, c'est toujours Mifune qui gagne à la fin. Donc c'est parce que du coup en fait le méchant de Yojimbo et de Sanjuro, les deux sont joués par Nakadai, donc c'est pour ça que je dis qu'en fait il n'y a pas vraiment de suite parce que bon il reprend le même acteur, enfin bon voilà. Voilà, après sur le fond du film, bon, même si Kurosawa dit que son but c'était vraiment de faire du divertissement, et moi je trouve que le film a vraiment un génie comique absolument génial, enfin, je trouve que ça a pas trop vieilli, il y a beaucoup de moments moi, qui me font rire. Il y a quand même un fond un peu plus politique, donc on le voit avec ces deux clans qui sont qui veulent un peu, il y a une guerre économique, donc même si directement c'est pas une critique du capitalisme, on arrive quand même, c'est une période où le Japon est en train de vraiment s'ouvrir au monde avec l'Occident, enfin qui va vraiment entrer dans le Japon, et c'est pour ça que par exemple le personnage de Nakadai a un revolver, ce qui est très rare dans les films en tout cas de samouraï à cette époque, donc il a un revolver et il porte une sorte de foulard qui fait évidemment penser au foulard des westerns, donc il a vraiment il fait penser vraiment à l'Occident et à l'Amérique. Il dit pas d'ailleurs qu'il revient d'Amérique ? Alors je sais pas d'où il revient, mais sûrement d'Amérique, ouais, je sais pas. Il me semble qu'il revient d'un voyage, non, de son personnage. Oui, il revient d'un voyage, mais je sais plus exactement d'où il revient. Mais en tout cas, voilà, il symbolise ça, il symbolise aussi, du coup, l'arrivée un peu du capitalisme et de la recherche effrénée la guerre économique entre les deux clans, c'est un peu cette recherche effrénée du profit, et c'est un moment où le Japon du coup s'ouvre au monde et on a peur un petit peu que cette tradition japonaise, toute la tradition japonaise évolue et devienne la course au capitalisme. Mais en même temps, c'est quand même aussi une critique du Japon, parce que en fait, on a une vision de l'ère Edo qui est un peu une période prospère du Japon où tout se passe quand même soi-disant plutôt bien. Et là, en fait, ce que montre Kurosawa dans son film, c'est qu'en fait, c'est un peu de façade. Parce qu'en fait, dans le film, t'as un gars du shogun qui... Attendez, je dois éternuer. Vous toussez, je sais pas la différence. Plutôt tousser. Je sais jamais la différence. Donc un gars du shogun qui vient pour vérifier que tout se passe bien. Et en fait... Shogun. Ça me fait trop... Enfin, oui, mais c'est ça. Non, mais je pense à camping, quoi. Ah, ouais. Ah oui, non. Oui. Et en fait, les deux clans vont faire une paix factice pour montrer que tout se passe bien, etc. Et donc en fait, ce que montre là Kurosawa, c'est qu'en fait la paix qui était soi-disant sous Shogun et à quel point tout se passait bien, en fait, c'est très factif. Et en fait, c'était beaucoup de mafia et c'était pas comme on en parlait. Il y a beaucoup de choses à dire, donc si vous voulez me couper pour rajouter des trucs et après je reprendrai, c'est comme vous voulez. Non, mais c'est... Au niveau du genre du coup du samouraï, ouais. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup des samouraïs qui sont très justes, qui sont déjà pas des ronin, donc des samouraïs donc qui ont vraiment ce truc de noblesse et qui sont très ritualisés. C'est-à-dire que la société japonaise, elle a le corps dans la société japonaise a une importance vraiment forte, et en tout cas tout ce qui est la hiérarchie et la ritualisation du corps est très importante. Donc ils ont tous normalement des mouvements très clair, c'est-à-dire que tu vas pas voir des samouraïs faire n'importe quoi, ils se tiennent droit, ils ont le dos droit, ils ont une belle posture, et en fait là, on a pour la première fois un samouraï qui est bourré de tics, qui bouge constamment son épaule, qui se gratte, et en fait ça, c'est quelque chose qui est complètement nouveau dans le film de samouraï. Qui est barbu. Et alors ça aussi, c'est l'aspect du coup qui va avec de la pureté et de la souillure au Japon. Avant, les samouraïs sont très purs, et c'est pour ça que dans les films de samouraï, on voit pas de sang avant. C'est très rare. Même quand il y a des coupures et tout, le sang n'apparaît pas. Ça reste très propre. Parce qu'il y a ce truc de pureté du samouraï. Là, donc on peut dire, mais il surjoue un petit peu. Bon, c'est un peu, oui. Le cinéma japonais a certains trucs un peu du surjeu quelquefois, donc qui est hérité du théâtre à l'époque. Et donc, il y en a qui trouvent que Mifune surjoue. Scorsese dira quand même qu'il a un jeu très minimaliste, et qu'il arrive à faire passer énormément d'émotions, et qu'il arrive à passer justement de l'un à l'autre au surjeu et à exploser complètement à des moments, et à être très minimaliste et très peu montré à d'autres. Ouais, je vois ce qu'il veut dire en vrai. Ouais. Mais c'est vrai que ce côté un peu surjeu peut déplaire. Mais du coup, sur la souillure et la pureté, c'est pour ça que là, on a quand même un environnement qui est plutôt sale, énormément de vent.
Et dans les premières minutes du film, on a un chien qui passe et qui tient une main coupée dans sa bouche. Et ça, c'est quelque chose qui est pas normal pour un film de samouraï. Enfin, t'es pas censé voir du sang, t'es pas censé voir des corps coupés, en fait. Enfin, le corps, comme je dis, c'est quelque chose de très ritualisé, très pur, et c'est pas possible, tu vois. Et donc là, de ce côté-là, il y a vraiment eu un changement du film de samouraï. On a aussi des corps qui échappent, on va dire, à la normalité. On a le personnage un peu du grand géant qui est macrocéphale et qui porte un gros marteau. Et tout ça, par exemple, ça va mener plus tard à des Zaitoshi, donc qui est un samouraï ultra connu de la culture japonaise et qui lui est aveugle, chose qui n'aurait pas été possible à l'époque, ou à Tange Sazen qui lui est borgne et qui a une cicatrice. Enfin voilà, tout ça, c'est des choses qui n'étaient pas possibles avant par la ritualisation du corps. Donc ça, c'est super. D'ailleurs, le géant avec la macrocéphalie, on dirait The Great Kali. Oui, mais en version japonaise. C'est vrai qu'il y a un truc. Mais il est génial ce personnage. Enfin, oui. Et du coup, il y a même ce personnage-là qui, on peut dire un peu anodin, a influencé aussi énormément, par exemple, la culture du jeu vidéo, où on retrouve ce grand géant avec une masse, c'est dans énormément de jeux vidéo, c'est une figure qu'on a, et en fait ça vient beaucoup de là. Et je crois que c'est dans, je sais plus, comment ça s'appelle ce film, ce jeu vidéo japonais, Final Fantasy, où tu retrouves aussi des refs à Yojimbo et tout. Enfin, l'influence qu'a eu ce film, c'est absolument incroyable. J'en ai beaucoup dit. Après, c'est juste un banger absolu, quoi. Enfin, c'est absolument génial. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. C'est un des films qui me rend le plus heureux du monde. Qui, quand je le vois, je me dis que j'aime le cinéma et c'est pour ça, tu vois. Et voilà, donc j'espère que tu vas aimer. J'ai sûrement oublié plein de trucs. C'est un film gore ou pas Excuse-moi, je te coupe. C'est un film gore ou pas? Bah non, en fait, c'est pas un film gore, mais t'as quand même du sang. T'as du sang qui est là et qui n'était pas avant. Après, il y a donc du coup, je me suis un petit peu renseigné rapidement. C'est une volonté de Kurosawa de faire un film en noir et blanc. Justement, il me semble, c'est pour atténuer aussi cet aspect de sang, etc. Parce que voilà, et c'est aussi un point de vue esthétique. Et il y a un truc un peu plus pour lui légendaire dans ce noir et blanc, etc. Donc, il a fait le film en noir et blanc. Le film en noir et blanc est absolument magnifique. Voilà, je sais pas quoi rajouter. Il y a tellement de trucs à dire. Juste pour l'histoire, c'est 61, c'est ça, Yojimbo? Ouais. Pour l'histoire du sang et du noir et blanc, l'année d'avant, il y a Psychose qui sort. Et où justement la scène de la douche, ils ont mis en noir et blanc pour pas trop choquer avec le sang rouge. Ouais. C'est vrai. Donc voilà, je sais pas quoi rajouter. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup. Ouais. C'est un grand film qui a inspiré des westerns spaghetti. Tu l'as déjà dit, mais en fait Kurosawa, c'est pas la première fois qu'il va inspirer le western. Les 7 samouraïs, en fait, inspira ensuite les 7 mercenaires et tout. D'ailleurs, que Kurosawa a un peu critiqué en disant que c'est dommage, ils ont fait de ces personnages des simples mercenaires alors que c'est bien plus que ça. Ouais, c'est bien plus que ça et tout. Tu parlais de la pureté du samouraï. Déjà, dans les 7 samouraïs, Kurosawa, il joue déjà un petit peu aussi là-dessus et tout. Il propose d'autres types de samouraïs. C'est déjà super intéressant. Et avec Yojimbo, là, il casse tous les codes, vraiment. Et d'ailleurs, au niveau du Jidaigeki et du film de sabre, avant, en fait, la critique qui était faite plutôt du Shogun, c'était qu'il était trop droit, trop strict. Et c'était surtout ça qui était critiqué dans les films précédents. Là, c'est plus la corruption et cet aspect un peu... voilà, donc c'est une critique qui a un peu évolué, qui a changé. On est passé de la vision très stricte à une vision beaucoup plus corrompue. Voilà. Et Yojimbo, de ce que tu dis, il est super important dans l'histoire du cinéma japonais, parce qu'après, en fait, sans Yojimbo, il n'y a pas de harakiri avec du sang aussi, tu vois, il n'y a pas d'autres films beaucoup plus de série B où tu as des samouraïs qui découpent un corps et tu as d'un coup tous les jets de sang qui partent. L'influence, l'influence, elle est dingo, quoi, vraiment. D'ailleurs, même sur les combats, on a un parallèle un petit peu avec le western, c'est-à-dire que dans le western, t'as pas des longs combats, c'est-à-dire une balle, un mort. Et là, dans le film, il n'y a pas de combat de sabre, en fait. Enfin, c'est-à-dire que Mifune, il donne un coup de sabre, c'est un mort, en fait. Et il y a ce truc, du coup, certains, dans un film, tu vas voir des longs combats de sabre. Là, c'est pas le cas. Et c'est aussi, ça a été travaillé pour que Mifune, qui est considéré comme un acteur absolument athlétique et qui arrivait à faire des mouvements d'une rapidité que d'autres acteurs étaient impossibles de faire, et enfin absolument incroyable, lui arrivait très rapidement à découper tout le monde, et donc ça fait aussi un lien au revolver, au fait que ça se passe en un coup, quoi. Ok. Pauline, tu voulais être plus réservée? Oui, non mais alors en fait, du coup là, je vais vraiment faire l'avocat du diable, parce que ce que j'ai vu de Kurosawa, j'adore, etc. Mais justement, tu parlais du fait que
tu t'es rendu compte, notamment avec ce film, que toi, ce qui te parle le plus dans le cinéma, c'est la mise en scène, la composition de cadre et tout. Et moi, c'est pas du tout mon Kurosawa préf, de manière relative, parce que j'ai mis 8 sur 10, tu vois, je trouve ça très bien. C'est lequel ton préféré ? Vivre. Ah ouais ? Non, pas du tout. Et tu vois, justement, parce que moi, je vais moins rentrer dans les films qui vont être des performances techniques. Et en fait, quand je vois Yojimbo, je trouve ça impressionnant, je suis admirative du travail, mais j'ai du mal à me détacher du fait que de la simple prouesse technique, encore une fois relatif, je caricature exprès, alors qu'un film comme Vivre, un film comme Barberousse, tu vois, il va y avoir quelque chose dans la psychologie des personnages, tu vois, qui rentre plus dans le cadre de l'intimité du personnage, qui va beaucoup plus me parler. Et je pense que c'est aussi en partie pour ça que le cinéma japonais me parle moins qu'à toi. C'est que c'est un cinéma très technique, où ils sont vraiment hyper forts de manière générale en termes de mise en scène, composition de cadre, tout ce que tu veux. Et moi, ce qui va me plus me toucher, ça va être des personnages, ou alors quelque chose de beaucoup plus radical. Mais je trouve que c'est un peu représentatif de la société japonaise. Tu sais, c'est de la technique très parfaite, en fait. Ouais. Très... tout est cadré, ils font bien comme il faut, il n'y a rien qui dépasse. Ouais, mais ça paraît simple quand on le dit comme ça. En mode, il suffit de faire les trucs clairs. Et là, on est quand même sur un niveau, c'est inatteignable. Mais genre juste, c'est parce que de par leur rigueur, ils arrivent à un niveau de perfection de fou. Mais du coup, moi, c'est pas ce qui va le plus me toucher dans le cinéma. Et du coup, Yojimbo, j'ai trouvé ça super bien. Mais j'ai eu du mal à m'arrêter, ou plutôt à aller outre l'aspect technique et la mise en scène. Là où chez d'autres films de Kurosawa, ou même plus largement dans d'autres cinémas du monde, y a des choses en plus qui vont me toucher et m'aspirer dans le film. Mais après, je pense que ça va sur ce que je disais, que là, son but, c'est vraiment de faire un divertissement. Oui. Et du coup, oui, il y a moins ces trucs-là, mais peut-être que aussi, ça fait que c'est une meilleure porte d'entrée, parce que plus simple, plus accessible aussi. Je suis assez d'accord avec ça. Après, j'aime beaucoup le version humoristique du film, justement. Ouais. Je trouve que c'est hyper intéressant de voir ça dans un tel film. Et un truc que je voulais dire après. Et d'ailleurs, j'ai vu Les 7 samouraïs il y a longtemps. Pas dans des ultra bonnes conditions, donc voilà. Mais c'est un film qui est beaucoup plus sérieux. Et du coup, je m'attendais pas à ce que dans Yojimbo, il y ait même les autres films que j'ai vus, ou un peu plus sur le versant samouraï, j'ai vu Le Château de l'Araignée. Ouais. Non, il est très sérieux lui aussi. Tu vois, c'est incroyable. Ouais, très bien. Ouais. C'est très sérieux. Et là, du coup, je m'attendais pas du tout à ça. Et c'est le truc un peu plus cool qui fait que justement, tu peux plus rentrer dedans par rapport à d'autres où c'est très formel, on va dire. Mais moi, j'aime bien quand il y a des trucs vraiment plus poussés sur les personnages, du coup, comme dans Vivre ou Barberousse. Je comprends. Au niveau humour, il y a Kurosawa, il a fait La Forteresse cachée aussi, qui est je l'ai pas vu encore. Qui est un film qui est assez rigolo aussi. Et je pense qu'il a la même envie de faire un truc. Je sais pas, parce que ça arrive avant, je crois, La Forteresse cachée. Ouais, mais il a envie de faire un truc comique aussi. Ouais. Et ça se ressent un petit peu. Et puis, je trouve qu'il a un vrai génie comique. Hein. Ah ouais, mais vraiment, je trouve aussi. Et puis La Forteresse cachée, ça a inspiré Star Wars. C'est littéralement le scénario, c'est Star Wars, le premier. Ouais, non, mais de toute façon, Kurosawa, c'est grâce à lui qu'il y a Star Wars, en quelque sorte. Donc, mais je voulais quand même revenir sur le son. J'ai quand même failli oublier le plus important. Oui. Ouais. Moi, je trouve que la bande originale est trop bien. Enfin, je sais pas quel est votre avis là-dessus. C'est très bien. En fait, on s'attend à un truc très sombre, très lourd et tout, et en fait, ça part dans tous les sens. C'est super. En fait, même il y a eu un truc qu'il a fait au niveau même du montage. Alors, faut savoir que Kurosawa est un monteur incroyable. Enfin, au niveau du montage, c'est un des premiers, du coup, même réalisateur japonais à vraiment prendre autant soin du montage. Il disait même lui que en fait le tournage lui servait juste à prendre des images pour le montage. Donc, voilà. Et du coup, il monte ses films. C'est pour ça aussi qu'on parlait de trucs de perfection au niveau des plans, parce que c'est lui qui les monte. Mais en fait, il fait ce que on appelle le Mickey Mousing. Donc, en gros, c'est-à-dire que par exemple, à un moment, il y a un escalier et le personnage va descendre de l'escalier. Et en fait, les notes vont jouer avec ses pas. Ça va faire genre pa, 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 tu vois, quand il va descendre. Et en fait, ça, c'est, à la base, il faut pas le faire, tu vois. En tout cas, à l'époque, c'est critiqué, tu ne peux pas faire ça, parce que si tu le fais, ça fait cartoon. On dirait Mickey Mouse qui descend les marches, et en fait, non, ça, pour eux, c'est pas possible de faire ça. Et lui, il arrive, il le fait.
Excusez-moi, je suis désolé, je vous éternue dessus. Et Toujours pas. c'est toussé. Ouais, toujours. Non, mon cerveau veut pas. Et ça, bah, c'est absolument trop bien géré. Je trouve que la musique va super bien avec l'image. Et même si, du coup, c'était critiqué, enfin, c'est trop bien. Je voulais quand même citer aussi alors, je sais pas comment on dit en français, c'est cinématographie. Du coup, c'est qui le gère ça? C'est le chef de la. Le chef-op. C'est chef-op? Ouais, c'est Chef-op chef-op, ou ouais. directeur photo. Ouais, directeur photo, c'était ça. Et c'est Kazuo Miyagawa, qui est une des plus grandes légendes de la direction photographie, parce qu'il a joué avec Mizoguchi, avec Kurosawa, et il a fait en fait que des classiques, quoi. Enfin, il a fait Rashomon, il a fait Yojimbo, il a fait L'Intendant Sancho, il a fait Ugetsu, il a fait Floating Weeds, je sais plus quel est le nom. Ah oui, Herbe flottante. Voilà, de Ozu. Bon, voilà, juste ça. Il a fait La Rue de la Honte, il a fait Tokyo Olympiade, et il a fait beaucoup de Zatoichi. Enfin, il est absolument mythique au Japon, parce que le mec est sur tous les plus gros chefs-d'œuvre du cinéma japonais. Et ce qui est incroyable, c'est qu'à chaque fois, il le fait différemment. C'est-à-dire que il a sa touche pour Mizoguchi, il a sa touche pour Kurosawa, et c'est pas la même. Et donc ça c'est un peu la marque des grands directeurs photos, c'est d'arriver à faire des trucs incroyables, mais qui se collent bien à chaque réal. Voilà, je crois avoir un peu tout dit. J'ai aucune question. En toute honnêteté, Je suis en j'ai train aucune de question. Je suis même décider noyé de d'informations là tout pour ça. ça. Ouais, je suis désolé, mais ouais, c'est tranquille. voilà, j'espère que tu vas bien l'aimer. Bah écoute, on va voir. Si vous avez aimé le film, moi je vous invite à écouter, à regarder Sanjuro aussi, qui est génial. Et Est-ce que tu peux juste rappeler le type de film que c'est? Alors c'est un Jidaigeki, Ok. c'est ça que tu veux, Ouais, c'est juste ça. et un Shambara pour être encore plus précis. Et Ok. t'as pas parlé du plagiat, Ouais, en gros, juste pour la petite anecdote Ouais. quand même. en gros, Léon a fait pour une poignée de dollars, et il y a eu un procès pour plagiat, du coup de Yojimbo, parce que il a un peu repris le film, quoi. Ok. Que Kurosawa a gagné. Ouais, oui. Et du coup, Kurosawa a reçu des royalties pour une poignée de dollars, quoi. Non. Donc voilà, Eh bah ok. Pas mal. on a beaucoup débité dans cet épisode. Ouais, Ouais. franchement, ouais. Les politiques à la télé qui débattent. T'as dit quoi? Les politiques à la télé qui débattent. Ah, Oula. c'est quoi ça déjà? Non, rien, Big c'est juste Feu, que tu débites. Ah, mais c'est pas une ref à un truc, hein? C'est une ref à Nekfeu, je crois, un truc comme ça. Ah, ok, je sais pas. En mode rapper vite, c'est pas rapper bien. Ah, Bref, ouais, on s'en ouais. fout. Écoutez, je crois qu'on peut conclure ici notre épisode. Ouais. Ouais, je Ouais. pense bien. Est-ce que Frigo, t'as un film oui, c'est vrai. que tu préfères Gars, je crois en vrai, le film de Deka, là, je suis désolé, mais il vous passe devant de loin, hein, pour le coup. hein. Ouais, c'est que quand il y a trop d'attentes, souvent c'est là que je me Non, même pas, mais c'est en vrai ce que je disais, mais enfin déjà c'est film de samouraï, j'ai envie d'y voir, puis même, enfin voilà quoi, Ouais. ça a l'air d'être trop bien, donc voilà quoi. Ouais, Par ouais. contre, Après je dis pas, hein, ton film Louis, Tu seras déçu. il m'intéresse aussi. Non, mais on verra. Non, c'est pas parce que je dis ça que forcément Bah c'est oui, lui qui a oui, gagné. je sais. Oui. Et c'est le même ordre que le premier round, hein, c'est Ok. toi, Louis et Ok. Pauline. Mais du coup, entre le western, l'épisode dernier qui me donne envie de jouer à Red Dead Redemption 2, et là Yojimbo qui me donne envie de jouer à Ghost of Tsushima, j'ai vraiment très envie de jouer aux jeux vidéo. Et bah je joue au jeu Que je vidéo. l'achète. Ouais, non mais. Et donc voilà. Bon, écoutez, on est présent sur les réseaux sociaux. Ouais. Le podcast est présent sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Twitter, Studio 7 Pod. On est aussi présent sur Letterboxd, Studio 7. Il y a quelques jours, on vous a demandé quel était le film que vous aurez choisi à notre place, et puis vos duos. Et donc sur notre Letterboxd, vous pouvez retrouver la liste de films. Donc n'hésitez pas, on a fait une liste pour tous les thèmes qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, certains ont été un peu plus remplis que d'autres, mais n'hésitez pas. En tout cas, vous pouvez rajouter sur n'importe quelle liste, ça fait toujours plaisir. Je l'ai pas dit dans le premier épisode, mais le podcast est affilié à l'association Super 7. Ouais, Ah oui, c'est vrai. On vous invite à aller sur super7.fr pour découvrir un petit peu ce qu'on fait. En plus, on parle de beaucoup Twin de choses. Peaks et on dit même pas qu'il n'y a plus de chaussettes. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En plus, je les ai aujourd'hui, vous pouvez pas voir, mais Oui, j'ai c'est des vrai, super c'est vrai. chaussettes Twin Peaks. Donc voilà. Si vous voulez adhérer à l'association, c'est 10 €. Ça nous aide énormément pour tous les projets. Mais encore une fois, je vous invite à nous suivre sur les réseaux. C'est super7.fr et puis de super7.fr, vous trouverez tout. Et donc voilà. Si vous aimez l'épisode, si vous aimez de quoi on parle, et on vous invite à partager, à en parler autour de vous, liker, retweeter, ça fait toujours plaisir et ça nous aide énormément. Ouais. Parce que mine de rien, c'est du temps, c'est du travail, et puis c'est toujours cool de savoir qu'on touche le plus de gens. Ouais. Puis que je regarde pas des films pour le bien de moi-même, quoi. Voilà. Ou juste satisfaire vos égos.
Et donc voilà. Qu'est-ce qu'on va aussi se présenter évidemment souvent se présenter. Non, mais donner nos réseaux. Souvent je l'oublie ça, mais Frigo, tu peux commencer. Et du coup, vous pouvez me retrouver sur Twitter à @frigobits avec un S parce qu'il y a plusieurs bits et c'est BEAT. S du coup. Sur Instagram @AL_SIIM et sur Letterboxd à Frigo_. Voilà. Pauline. Ouais, j'en profite juste pour rebondir sur le truc de Super Seven. Que dans la première partie, j'ai parlé plusieurs fois du magazine Super Seven Mag. Et en fait, je viens de penser qu'au moment où cet épisode sortira, ce sera en plein pendant les précommandes du mag. Donc, n'hésitez pas à aller checker sur super7.fr. Dans le lien vers la boutique, il y aura la possibilité d'accéder au lien pour précommander notre 3e magazine. Et on pourra te lire sur Antonioni. Exact, sur Antonioni et j'en avais parlé aussi pour Two Lovers dans un article sur les Nuits Blanches. Attends, tu me fais penser à autre chose. N'oubliez pas d'aller sur Super Seven pour voir les retours de Deka et son article qu'on attend depuis un mois. Alors, non. Mais le problème, c'est que là, au moment où on sort l'épisode, je suis en plein Cannes. Donc en fait, j'ai pas eu le temps d'écrire cet article. Normalement, s'il sort, c'est incroyable. Il aurait dû sortir au même moment que le western. Il se trouve que les épisodes sur western sont sortis en plein milieu de Cannes et écrire un article. Non, mais ne te justifie pas. Dans Cannes, mais ça viendra. Non, pour le coup, ça, j'ai vraiment envie de l'écrire. Je te lâcherai pas. Okay. Non, mais t'as bien raison, il faut. Sinon, je ne fais rien. Je sais. Donc voilà. Et du coup, pour mes réseaux personnels, sur Twitter, c'est @polynôme-8, sur Instagram, Pauline-8, Janon, J-A-2-N-O-N. Et sur Letterboxd, Melvin Udall, comme le personnage de Jack Nicholson dans Pour le pire et pour le meilleur. Et Louis? Et moi, c'est tout simple. Twitter, Instagram et Letterboxd, c'est @loulou-8 MacDuck. Deka. Et moi, c'est sur Twitter, Deka24_ et sur Letterboxd, Deka24. Voilà. Alors moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un épisode plein d'argent. C'est le petit indice pour la semaine prochaine. Et puis, à la semaine prochaine. Salut. Cut.